Bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de LCI et de RTL. Bonsoir Benjamin Sportouche. Bonsoir Arlette, bonsoir. Bonsoir Guillaume Roquette. Bonsoir. Et bonsoir à vous évidemment, les 4 candidats qui avaient accepté, et nous vous en remercions, de participer à ce débat, vous 4 qui ambitionnez de diriger demain le Parti Socialiste. Et c'est la première fois que des candidats s'affrontent pour prendre la tête d'un parti. L'enjeu de ce débat est donc déterminant. Il s'agit ni plus ni moins de la survie du Parti Socialiste. Comment renouer avec les Français? Ce sera la tâche de celui que les militants du PS choisiront parmi vous. Notre débat sera organisé en 3 séquences. Vous nous expliquerez d'abord comment sauver votre parti et quelles alliances nouer à gauche, avec ou sans Jean-Luc Mélenchon. Vous nous direz ensuite quelles sont vos propositions sur les sujets qui préoccupent concrètement les Français. Et puis enfin, nous vous interrogerons sur les défis qui secouent l'Europe et en particulier l'immigration. Alors les règles du jeu, vous les connaissez évidemment, égalité de temps de parole entre vous 4. Nous vous demanderons de faire des réponses brèves autour d'1 minute afin de faciliter les échanges entre vous. Vous avez un droit d'interpellation. Et puis, tout au long de la soirée, les internautes pourront commenter, réagir, poser des questions. Marie-Pierre Haddad. Oui, bonsoir à tous. C'est exactement ça. On peut suivre cette émission en direct sur les réseaux sociaux. Vous pouvez poser toutes vos questions directement aux candidats. Pour ça, vous avez un hashtag sur Twitter, c'est PS le débat. Écrivez-nous, je remonte vos commentaires et comme ça, je peux les poser en direct aux candidats. Alors à tout à l'heure, Marie-Pierre. Alors on commence tout de suite avec une question simple posée à chacun. Vous avez 1 minute 30 pour y répondre. Pourquoi voulez-vous diriger le Parti Socialiste? Alors, pas pré-tirage au sort, c'est vous, Luc Carvounas, qui commencez. Vous avez 46 ans, vous avez été sénateur, maire d'Alfortville, aujourd'hui député du Val-de-Marne. Vous avez donc 1 minute 30 maximum pour nous dire qui vous êtes et pourquoi devenir premier secrétaire du PS. Bonsoir. Qui je suis? Je me présente. Carvounas est un nom grec. Je suis binational. Mes grands-parents paternels sont arrivés en France dans les années 20. Mon père était électromécanicien chez Citroën. Ma mère nous a élevés, mes 2 frères, ma sœur et moi. Nous n'avons manqué de rien parce que nous avions l'essentiel, une identité. Nous étions socialistes, sans qualificatif. Socialisme, une idée qui fait son chemin. C'était une affiche de François Mitterrand au moment où le PS allait vers sa victoire. J'ai adhéré au PS en 1995 sur son inspiration. De François Mitterrand, j'ai conservé cette fierté d'être socialiste et cette obsession de gagner parce que c'est aussi un des objets de ce congrès. Je crois au clivage gauche-droite. Je veux que la gauche dirige la France. Je me suis aussi forgé mon identité dans mon union avec mon mari Stéphane. Je suis libre, j'ai cette chance. Et je me bats tous les jours pour que les femmes et les hommes soient libres, dans le respect, sans harcèlement. Maire d'Alfortville, j'ai compris qu'être socialiste, c'est prendre ses responsabilités tous les jours en s'alliant avec les progressistes pour faire progresser les gens. Le progrès environnemental, économique, social, il peut profiter à tout le monde, mais Emmanuel Macron le réserve à quelques-uns. C'est pour cela que je veux que les dirigeants de gauche prennent leurs responsabilités en s'alliant et en faisant la gauche arc-en-ciel pour dialoguer avec celles et ceux qui pensent la société et qui la changent au quotidien. Si nous, le PS, nous ne parlons pas de rassemblement, qui le fera? Je n'invente rien. C'est avec cette pratique que nous gagnons la gauche dans mon département, que nous changeons la vie des gens. Et je souhaite vraiment que ce congrès qui est décisif soit le congrès du renouveau et de la chance pour le PS, un PS renouvelé. Stéphane Le Foll, vous êtes député de la Sarthe, vous avez été ministre de l'Agriculture durant tout le quinquennat de François Hollande. Vous avez aussi été le directeur de cabinet de François Hollande quand celui-ci était premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est à vous. Donc Stéphane Le Foll, député de la Sarthe, vous l'avez rappelé, habitant la Sarthe depuis 58 ans. C'est mon âge. Je n'ai jamais quitté la 4e circonscription de la Sarthe. L'engagement politique, il a été fait de convictions qui ont toujours été des convictions socialistes, social-démocrates. Je ne m'y mets pas dans ceux de François Mitterrand, dans ceux de Michel Rocard. J'ai été fidèle à Lionel Jospin et fidèle à François Hollande. Aujourd'hui, ce congrès est un moment décisif pour le Parti socialiste, bien sûr, mais je le crois pour toute la gauche, la France et les Français. Ce congrès doit être l'occasion de clarifier ce qui nous rassemble, de donner une majorité qui puisse gouverner et diriger ce parti, faire en sorte qu'il soit entendu par les Français et les Françaises, qu'il soit écouté. Je vais être aussi une voix, celle qui peut porter dans les débats publics et politiques qui ne manqueront pas d'avoir lieu entre la gauche, la majorité d'Emmanuel Macron aujourd'hui, la droite et surtout, je ne l'oublie pas, l'extrême droite.
Je veux que ce parti soit rassemblé. Mais je l'ai dit, l'unité doit se faire sur une ligne politique. Le 15 mars, les militants socialistes, mes chers camarades, vous aurez un choix à faire. Il est important, je l'ai rappelé. Ce choix, il faut le faire en toute liberté, sans jamais se laisser influencer, pour redonner de l'espoir à ceux qui en perdent aujourd'hui. Olivier Faure, c'est à vous. Vous avez 49 ans, vous êtes député de Seine-et-Marne, à la tête aujourd'hui du groupe des députés socialistes à l'Assemblée nationale que vous avez rebaptisé Nouvelle Gauche. Vous avez vous aussi été un proche de François Hollande puisque vous avez été son directeur adjoint de cabinet pendant 7 ans au PS. C'est à vous. Pourquoi vouloir diriger le PS? Mesdames et messieurs, chers camarades, je suis candidat à la renaissance du Parti socialiste. En mai, en juin, les Français nous ont adressé un message que nous devons entendre. Nous avons fait 6% des voix à l'élection présidentielle. Nous ne pouvons pas ne pas nous remettre en question de manière radicale. Nous devons tout changer. D'abord, nos comportements, réapprendre à dire nous. Changer en étant capable d'avoir aussi un parti qui se réorganise, en s'ouvrant davantage aux Français. Changer en faisant confiance à de nouveaux visages, issus de toutes les générations, de tous les territoires, issus de toutes nos histoires. Changer enfin en ayant notre manière de nous opposer, en proposant et en réinventant un projet ancré dans le monde d'aujourd'hui. Il y a bien une gauche radicale, mais qui n'est pas de gouvernement. Et puis, il y a un gouvernement, mais qui, lui, n'est pas de gauche. La France, les Français ont besoin d'une gauche qui agit. Ils ont besoin du Parti socialiste. Et notre responsabilité, elle est immense. Il existe un président des riches. Il faut un parti pour tous les autres. Dans mes déplacements, au cours des dernières semaines, j'ai rencontré des militants nombreux, des sympathisants, qui m'ont dit leur enthousiasme, qui m'ont dit leur envie, qui m'ont dit leur espérance d'une nouvelle aventure. Ce soir, je suis venu leur dire que je crois en eux, que je crois en nous, que je crois en notre renaissance. Emmanuel Morel, vous êtes député européen depuis 2014. Vous appartenez à la direction du Parti socialiste. Vous vous êtes présenté déjà en 2012 au poste de premier secrétaire. C'est à vous de nous dire pourquoi vous voulez diriger le Parti socialiste. Je suis candidat parce que je propose un autre chemin pour le Parti socialiste et pour la gauche. Il y a 5 ans, les socialistes avaient tous les leviers de pouvoir pour changer la société. L'Élysée, Matignon, le Sénat, l'Assemblée nationale, l'immense majorité des régions, les conseils départementaux, les mairies. 5 ans après, nous flirtons avec la marginalité électorale. Comment en sommes-nous arrivés là? Si nous ne sommes pas capables de répondre à cette question et d'en tirer les conséquences politiques, alors celles et ceux qui nous regardent se diront que décidément, les socialistes n'ont rien appris et rien compris. Moi, je vous propose de tourner la page. Tourner la page d'un quinquennat éprouvant, tourner la page de nos querelles d'hier, tourner la page d'un parti replié sur lui-même, coupé de la société, isolé du reste de la gauche. Et je plaide pour un socialisme décomplexé, qui ne s'excuse pas d'être socialiste, qui est fier de ses mots, qui est fier de sa vision du monde, qui est républicain, écologiste, antilibéral et surtout qui sait pour qui il se bat, c'est-à-dire le corps central de la société, les ouvriers, les employés, les fonctionnaires, les retraités modestes, la jeunesse précarisée. Alors il faut renouer avec des fondamentaux, le partage des richesses, le partage des savoirs, le partage des pouvoirs. Mais il faut aussi épouser les luttes nouvelles qui émergent dans le monde et dans la société. Je parle des combats écologistes et je parle aussi de toutes les mobilisations contre la société de marché. Voilà le chemin que je propose. Fini. Merci à tous d'avoir presque tout à fait respecté la minute 30 après ce premier tour d'horizon. Mais il y a déjà des réactions. Marie-Pierre Haddad, c'est normal. Oui, et alors déjà une réaction, je vais vous la lire, c'est celle de Stéphane sur Twitter qui dit « C'est malheureux, il n'y aura pas une seule femme représentée au débat ». Vous avez aussi un autre commentaire, cette fois-ci c'est Blondie, toujours sur Twitter, avec le hashtag PS le débat, qui dit « Où est la parité dans cette élection ?» Et justement, vous êtes 4 candidats, 4 hommes, où est la parité, où sont les femmes? Alors voilà, où sont les femmes? On est à la veille, effectivement, en plus, on est le 7 mars, demain c'est la journée de la femme, donc ça se remarque encore un peu plus l'absence de femmes. Olivier Faure, est-ce que vous vous engagez, si vous êtes élu à la tête du Parti socialiste, à la stricte parité? Vous allez me dire oui, mais
Parfois, vous avez évoqué une parité qualitative. Je ne sais pas très bien ce que c'est, ça. Oui, moi je suis pour la parité réelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait comment on fait un bureau national ou un gouvernement. On choisit d'abord les 15 hommes, on dit quels sont les postes à répartir, et puis après, on choisit les 15 femmes qui vont simplement compléter et qui vont avoir les postes subsidiaires. Moi, je souhaite que nous ayons une parité réelle avec des femmes qui puissent assumer la responsabilité à égalité avec les hommes. Il en est ainsi dans notre parti, comme ça doit être le cas partout dans les entreprises, dans nos administrations, parce que les femmes doivent être effectivement traitées à égalité enfin avec les hommes. Et vous, Emmanuel Morel, dans ce parti, qui est aussi celui de Martine Aubry, de Ségolène Royal, qui a été votre candidate à la présidentielle, quand vous voyez ici, vous ne dites pas il y a un problème. Est-ce que votre organigramme, si vous êtes élu, ce sera forcément un homme, une femme avec des postes de responsabilité? Moi, je me suis engagé sur le fait que dans tous les organes de direction du PS, il y aurait la parité. Je propose même que le Parti socialiste soit dirigé en binôme, c'est-à-dire qu'il y a une femme avec le premier secrétaire. Donc vous et à êtes tous les deux échelons premiers secrétaires de direction. Oui, tout à fait. Mais au-delà de ça, parce que quand même, il ne faut pas être injuste avec le Parti socialiste. Nous sommes le parti qui avons imposé la parité. C'était Lionel Jospin, il faut quand même en être fier. C'est le parti socialiste où il y a le plus de femmes militantes, le plus de femmes élues. Et puis surtout, le Parti socialiste, il ne doit pas se contenter de mesures organisationnelles. Il doit être à la pointe du combat, et notamment sur l'égalité salariale, parce que c'est quand même le principal problème aujourd'hui, c'est que les femmes sont moins payées que les hommes. Alors moi, je veux que le Parti socialiste soit résolument engagé et que nous inspirions, par exemple, de la loi islandaise qui vient d'être votée sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ça me paraît tout aussi important. Merci. Luc Carvounas, il y a aussi des éléments moins glorieux dans le bilan du Parti socialiste. Je pense par exemple aux affaires de harcèlement sexuel qui ont touché le mouvement des jeunes socialistes. Si vous êtes à la tête du parti, est-ce que vous avez l'intention de mettre en place une instance, une structure pour prévenir le harcèlement ? D'abord, j'ai une chose qui me différencie de mes collègues, c'est que j'ai été déjà patron d'un exécutif, maire d'une ville de 50 000 habitants, et j'ai déjà introduit les questions de parité dans mon conseil municipal, dans mon équipe de direction administrative. Donc, demain, si je suis premier secrétaire, ce que j'ai porté comme élu local, je le ferai évidemment parce que il y a des grandes causes, et l'égalité femmes-hommes, c'était rappelé par Emmanuel, sur les différences salariales, c'est un sujet qui doit nous alerter. Quand on voit qu'il y a une différence de salaire de près de 16% aujourd'hui entre les femmes et les hommes, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais concrètement, peut-on mettre en place un élément pour lutter contre le harcèlement dans le parti ? Bien sûr qu'il faudra le mettre en place, parce qu'il existe aussi dans nos entreprises, il existe dans nos collectivités. Il faut au contraire que ce grand mouvement qui existe maintenant depuis des mois s'accélère, et les responsables politiques que nous sommes doivent participer à cela. Et moi, je vous le dis, et je rejoins beaucoup ce que disait Emmanuel sur comment nous allons... Les mesures coercitives, attendez, juste... Comment nous allons rebondir? Il faut des mesures coercitives. Non, mais il faut même... D'abord, il faut des sanctions financières pour les entreprises qui ne respectent pas la loi. Et puis, pour celles et ceux qui sont sur des agissements d'agression sexuelle ou sexiste, il faut qu'ils soient condamnés par la justice, bien sûr. Mais je veux dire aussi que je souhaite qu'il y ait un premier secrétaire national délégué à l'égalité femmes-hommes pour que ce soit dans l'ADN du Parti socialiste. Alors Stéphane Le Foll, au fond, sur ce sujet, est-ce que vous ne dites pas tout simplement que le gouvernement fait bien son travail, les femmes, l'égalité femmes-hommes, c'est une priorité du quinquennat, Marlène Schiappa est en pointe sur tous ces combats, vous dites, là, chapeau. Non, je vais d'abord rappeler ce qu'est la position d'à peu près tous les candidats ce soir. Regretter aussi qu'il n'y ait pas eu une candidate, il y aurait pu y avoir une candidate. Mais c'est un peu de votre fête, ça aussi, mais non ? un peu de notre fête. Écoutez, on peut le regretter. Après, avant de parler de ce que vous évoquiez, je voudrais rappeler d'ailleurs les lois et les grandes lois qui ont été votées sur la parité. Le fait que le Parti socialiste a été le premier à imposer des candidatures femmes dès 1996 sous Lionel Jospin au moment des législatives, qu'on a modifié les modes de scrutin sur les départementales pour avoir des binômes. Il faut qu'il y ait, on sera tous d'accord, je crois que ça a été dit, dans les instances du Parti socialiste, la parité. La parité au sens où c'est pas simplement le nombre, au niveau, quoi. mais c'est à chaque fois avec le souci des responsabilités. C'est ça qu'il faut imposer et qu'il faut qu'on puisse mettre en œuvre. Pour ce qui est de la réalité d'aujourd'hui, c'est vrai que la bataille sur l'égalité et la parité en particulier, la lutte contre les violences qui sont faites aux femmes, c'est un enjeu qui doit nous mobiliser. Je l'ai dit et je l'avais rappelé, quand on parle de la police de sécurité du quotidien aujourd'hui, les violences domestiques et les violences faites aux femmes doivent être une priorité aujourd'hui. Alors, merci Stéphane Le Foll. Merci. 2 mots, alors. D'accord. 2 mots encore, simplement pour rappeler que pour lutter contre ce qui s'est passé, il faut que le Parti socialiste s'associe avec des associations. Le mouvement que des jeunes socialistes, vous direz MJS. Ou MJS. MJS. Oui,
Mais pour lutter, il faut que la parole soit libérée. Et il faut qu'on puisse avoir, avec des associations, un travail qui permette à des femmes qui ont été agressées de venir le dire tout de suite et d'être aidées pour pouvoir avoir des sanctions. Alors, merci. On va parler un peu de l'image du Parti socialiste aujourd'hui. Vous avez vu le résultat d'un sondage réalisé par Harris Interactive, un sondage qui est assez édifiant, puisque 77% des Français ont une mauvaise image du Parti socialiste. Et je dirais c'est presque pire quand on regarde le classement des partis politiques. Et bien regardez, le Parti socialiste aujourd'hui, le PS, il est tout en bas, avant-dernier, juste devant le Parti communiste, loin derrière le Front National et même après le mouvement de Benoît Hamon et Debout la France. Alors, Stéphane Le Foll, vous avez été ministre longtemps, 5 ans. Oui, François je vous le Hollande. confirme. Qui est responsable? Alors, qui est responsable de cette débâcle? Est-ce que c'est l'ancien président de la République, François Hollande, qui n'a pas pu se représenter? Mais si on est en train de se poser cette question, c'est ce que disait Emmanuel Morel tout à l'heure, si on est sur comment on traite le passé, on pourra toujours avoir tous les avis et ils ne changeront pas. Je ne crois pas que ça soit ce que les militants attendent aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est être capable de se tourner vers l'avenir. Si on veut relever le Parti socialiste, c'est pas simplement en menant des débats sur comment en sommes-nous arrivés là. Parce qu'il y a eu suffisamment de débats, je ne vais pas les rappeler, pendant 5 ans sur ce qu'il fallait ou ce qu'il Il fallait ne faut pas. pas purger le passé. Mais purger le passé, il n'a pas été purgé avec les élections. Vous ne venez pas de rappeler ce que vient de dire Arlette Chabot sur le résultat de l'image que nous avons. Vous croyez que le passé. Donc si on veut continuer comme ça, on va continuer à baisser. Donc il faut se relever, avoir de la fierté. Et c'est ça qu'il faut maintenant. Et par rapport au parti, tel qu'il est, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'il soit incarné, ce parti. Emmanuel Morel, on peut quand même s'interroger sur les responsabilités. Est-ce que cette déroute du Parti socialiste, c'est la faute des frondeurs que vous avez soutenus et qui ont beaucoup critiqué, combattu les réformes de François Hollande? Mais d'abord, dans votre sondage, on nous explique que le Parti socialiste a une mauvaise image. C'est normal, on a été sanctionné. Pourquoi? Parce que nous avons déçu. Contrairement à ce qu'on dit parfois, en 2012, François Hollande n'a pas seulement gagné contre Sarkozy. Il a gagné parce qu'il avait suscité un espoir. C'était le discours du Bourget, tout le monde s'en souvient ici. Mon ennemi, Or, c'est la nous finance. avons, oui, et nous avons déçu cet espoir. Nous l'avons d'autant plus déçu que quand nous parlons avec les gens, au-delà du débat frondeur, légitimiste, ils nous disent on ne vous en veut pas d'avoir échoué, on vous en veut surtout de ne pas avoir essayé. Et c'est vrai, nous n'avons pas suffisamment essayé. Alors après, Stéphane dit on ne parle pas du bilan du quinquennat, mais tout le monde en parle. Les Français nous en parlent quand ils nous interpellent, évidemment. Ils nous interrogent sur les mesures que nous avons mises en œuvre qui étaient bonnes, la loi sur le mariage pour tous, le droit à la retraite à 60 ans, mais aussi sur ce qui les a choqués, heurtés, la déchéance de nationalité, la loi travail à la fin du quinquennat, et puis surtout une certaine façon d'exercer le pouvoir. Parce que franchement, finir le quinquennat avec un 49-3, comme l'a voulu Manuel Valls, ça c'était une faute politique, et les Français nous en veulent aussi pour ça. Alors justement, Luc Carvounas, vous avez été évidemment proche d'Emmanuel Valls, vous l'avez soutenu jusqu'à son rôle de Premier ministre, 49-3 compris. Finalement, vous regrettez de l'avoir soutenu aussi longtemps? Écoutez, moi je crois qu'on a été plusieurs à soutenir le gouvernement de Manuel Valls et le président François Hollande. Moi je ne regrette rien, mais s'il faut que l'on me ramène à mon compagnonnage, j'imagine que vous poserez la même question sur le compagnonnage de mes Mais c'est ce qu'on a fait camarades pour Stéphane Le Foll et François Hollande. Ça a été fait déjà. donc, Jean-Luc Mélenchon. mais Écoutez, vous avez des regrets avec le recul moi, ou je vais pas? vous dire, Chacun sa croix. moi je vais vous dire, j'en ai un peu marre qu'on me ramène toujours à cela, parce Au qu'aujourd'hui, gouvernement, quand même. quand j'étais loyal à mon parti, à mon gouvernement, d'autres étaient en train de partir. Et ils nous ont quittés. Moi, ça fait plus d'1 an que je n'ai plus de discussion avec Manuel Valls. Et on veut encore me ramener à cela, alors que je définis une position politique qui est claire et qui est à gauche. Donc je veux bien qu'on parle tout le temps du passé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi le parti aujourd'hui est à ce niveau-là. Et il faut faire le devoir d'inventaire. Bien sûr qu'il faut le faire, mais tout n'est pas acheté quand même. Excusez-moi, parce que quand on a moins de 9% de chômage, les 2% de croissance, c'est quand même le travail que l'on a fait à quelques-uns, derrière François Hollande et Emmanuel Valls, pendant 5 ans. Même Emmanuel Macron, Luc Carvounas, vous avez parlé que son travail de ne pourra droit pas s'effectuer d'inventaire. avant 2 ans. Vous avez parlé de droit d'inventaire. Olivier Faure, est-ce que vous souhaitez, vous aussi, un droit d'inventaire? On ne vous a pas beaucoup entendu critiquer la politique de François Hollande pendant 5 ans. Est-ce que vous le faites un peu aujourd'hui? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut dissocier ce qui a été bon et pas bon, comme l'a dit certains de vos collègues ici présents? Merci de la question. Parce qu'elle va me permettre d'être clair. J'ai été loyal
à ma majorité, à mon parti, à ce gouvernement, à ce président. Mais dans ce quinquennat, j'ai aussi été celui qui a parfois donné l'alerte. Je l'ai fait, par exemple, sur la déchéance. J'ai proposé une solution qui permettait de mettre toute la gauche d'accord, de remplacer la déchéance de nationalité, qui était une rupture, une déchirure pour nous tous, par une déchéance nationale calquée sur l'indignité nationale, qui était la peine qu'encouraient les collabos après-guerre. Ça a été refusé, j'en suis désolé. Ensuite, sur la loi travail. Juste, vous avez eu honte du PS à ce moment-là, de votre président? Ne cherchez pas. Non, mais vous pouvez. Je continue en disant que sur la loi travail, j'ai cherché là aussi un compromis avec l'ensemble de la majorité et avec les forces syndicales. Je l'avais trouvé. Ce matin-là, je suis venu devant le groupe. J'ai expliqué ce que pouvait être mon amendement, ce que pouvait être notre capacité à nous retrouver. Le Premier ministre de l'époque m'a dit que ce n'était pas un compromis, mais une compromission. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais simplement qu'on ne puisse pas démajorer les heures supplémentaires qui sont normalement majorées de 25%. Eh bien, il y a eu le 49.3. J'en suis là encore désolé. Et je n'ai pas de regret pour cette raison-là, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui regrettent. Moi, je n'ai pas à regretter, parce qu'à chaque fois, j'ai cherché à donner l'alerte et aussi à chercher des solutions qui nous emmenaient vers le haut. C'est ça la clarté. La clarté, c'est de pouvoir être toujours présent, de ne jamais être absent du débat et de toujours faire en sorte d'être cohérent dans la majorité comme dans l'opposition. Alors, on a envie de savoir évidemment où se situera demain le Parti socialiste, forcément face au gouvernement, face à Emmanuel Macron. Emmanuel Morel, est-ce que vous voulez que le Parti socialiste soit dans une opposition frontale au gouvernement? Évidemment frontale. Parce que s'il y a eu des socialistes qui, au début du quinquennat de Macron, ont été un petit peu complaisants, ou peut-être même naïfs par rapport à ce qui se préparait, on était un certain nombre à avoir lu ce que proposait le candidat Macron. Et d'ailleurs, lui, ce qu'il a proposé, il est en train de le mettre en œuvre. Il s'attaque à la fois à nos services publics, à notre modèle social. SNCF, plan de départ pour les fonctionnaires, plan sur l'hôpital public, puis il y a une politique fiscale. Ceux qui pensaient que Macron serait et de droite et de gauche, ils ont la preuve qu'il est et de droite et de droite. C'est-à-dire on augmente la CSG pour les retraités modestes et on supprime l'ISF, on fait une flat tax sur les revenus financiers, on supprime les contrats aidés. Pour de nombreuses communes, c'est une catastrophe. Bref, on s'attaque à ce qui fait, je crois, la singularité de la France, c'est-à-dire l'égalité, et notamment l'égalité entre les territoires. Alors évidemment, parce que c'est un libéral, et de ce point de vue-là, moi, je lui donne acte, c'est un idéologue, Emmanuel Macron. Il n'a jamais été de gauche pour vous, Emmanuel Macron, à vous entendre. Non, je pense qu'il n'a jamais été de gauche, ou alors peut-être quand il était lycéen, j'en sais rien, et qu'il faisait du théâtre et que ça l'ouvrait aux autres. Mais je pense que ça fait longtemps qu'il n'est pas de gauche. Et d'ailleurs, entre nous, on aurait peut-être dû s'en douter plutôt que lui donner systématiquement des responsabilités de plus en plus importantes. Parce que la vérité, on est entre nous, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est aussi notre créature. Nous lui avons fait la courte échelle. Aujourd'hui, on s'en mord les doigts. On a raison. Les responsables sont plutôt de l'autre côté, vous pensez, en face de vous, non? Alors là, pour le coup, je vais vous dire, alors c'est vrai que... Nous lui avons fait la courte échelle. Alors oui, c'est comme dans Spider-Man, ceux qui ont le plus de pouvoir ont le plus de responsabilités. Alors justement, Olivier Faure, en parlant de responsabilité, quand on regarde la composition du gouvernement, parmi les ministres les plus emblématiques, il y en a 3 qui viennent du Parti socialiste, Gérard Collomb, Jean-Yves Le Drian, Christophe Castaner. Est-ce que vous dites qu'ils ont été complaisants, comme Emmanuel Morel, qui sont opportunistes, qui sont trahis, qu'ils ont trahi, ou bien qui sont simplement cohérents avec leurs idées? Cohérents avec leur passé, certainement pas. Maintenant, on peut évoluer, et moi, je ne suis pas là pour distribuer les bons points. Il y a des gens qui pensent que le monde que nous offre Emmanuel Macron est meilleur que celui que nous proposons. Qu'ils partent à En Marche. C'est leur droit le plus strict. Mais je ne suis pas de cela. Je suis resté dans ce parti parce que j'y crois, parce que je crois surtout à ce que nous portons depuis plus d'un siècle. Nous sommes le parti qui a été à l'origine de toutes les grandes conquêtes sociales, de toutes les grandes libertés publiques. Nous avons été à l'origine de tous ces nouveaux droits. Vous ne croyez pas que vous êtes de l'ancien monde? Mais l'ancien monde... Je ne sais pas de quel ancien monde vous parlez. Si l'ancien monde, c'est la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité, la République, je suis de l'ancien monde. Mais si le nouveau monde, c'est celui où on permet aux précaires d'être plus précaires, à ceux qui sont affamés d'être plus affamés, à ceux qui sont exilés d'être plus rejetés, alors je n'en suis pas. Alors, Stéphane Le Foll, vous venez d'entendre ce qu'a dit Emmanuel Morel. Il veut une opposition frontale. Vous plaidez dans votre profession de foi pour une opposition intelligente. Est-ce que ça veut dire que les compromis sont possibles avec Emmanuel Macron? Vous avez oublié, s'il te plaît, Emmanuel, vous avez oublié une chose et un mot. Vous avez sûrement fait exprès.
j'ai dit résolue et intelligente. Résolue. Parce que ce qu'a rappelé Emmanuel Morel sur la question de la fiscalité, tout le monde s'était aperçu, c'était écrit, l'ISF, le prélèvement forfaitaire unique. Tout le monde savait que le rendez-vous du budget va être le rendez-vous politique qui a conduit d'ailleurs le groupe socialiste, on l'appelle Nouvelle Gauche, mais socialiste, à voter contre ce budget et donc à être dans l'opposition. Il faut qu'on soit extrêmement clair maintenant, ce n'est pas la peine de revenir sur des débats. J'ai l'impression que certains vont toujours être uniquement sur traiter les questions du passé. Donc, Mais non, mais si on vous demande demain, vous demanderez Avec Chabot, l'opposition demain. Ne Donc vous on parle inquiétez de pas, je vais l'avenir. répondre. Donc, on m'a posé la question. Ouais. Résolue, parce qu'il y a des injustices. La CSG aujourd'hui, moi, je la constate quand je vais sur le marché dans la Sarthe. Je sais ce que ça donne. Quand les retraités perdent 15, 20, 30, 40, 60 euros par mois. Et que pendant ce temps-là, on a donné autour de 5 milliards d'euros à 350 000 Français qui n'avaient déjà pas besoin de ça. Donc là, il y a une injustice. Donc résolument dans l'opposition. Puis après, il y a des sujets, et on a suffisamment traité, où on regarde les choses, pas en étant uniquement dans une opposition frontale, systématique, qui fait qu'on est dans l'opposition pour être dans l'opposition. On peut être intelligent. Donc, Oui, mais là, Résolu, ça vous convient, Emmanuel et Morel, ou pas? intelligente, Alors, c'est les deux. Est-ce que ça vous convient résolu? Non, mais le problème, Morel. le problème, c'est de chercher des adjectifs. Quand on a la droite en face de nous, on ne s'interroge pas pour savoir si on va être intelligent, réfléchi. On est dans l'opposition. À partir du moment où on est d'accord pour dire que Macron est de droite, eh ben, pas besoin de chercher des adjectifs. On est dans l'opposition, point barre. Parce Mais que sinon... on est dans l'opposition, mais ça se Parfait. discute pas. Voilà. Et qu'on soit intelligent, on l'est collectivement, je l'espère, Ben, et on le sera demain. faut le Voilà. prouver. Donc il n'y a pas besoin de le démontrer. Luc Carvounas, vous n'avez pas voté, vous n'êtes pas abstenu dans le débat de confiance au gouvernement, vous avez été contre la confiance du gouvernement. Ça veut dire que vous êtes entre moi, vous savez, résolu, frontal, intelligent, rarement intelligent. Moi, vous cette savez, Arlette opposition. Chabot, Oh, Chabot. mon slogan de campagne pendant la législative, c'était la pas bien. gauche de combat. J'ai assumé ce que je voulais être demain si j'allais être élu. Et le recommencement se fait dans la clarté, mais aussi sur les actes. Et aujourd'hui, moi, je suis l'opposition. Je ne vais pas aller chercher un adjectif pour aller qualifier de quelle opposition nous sommes. J'étais dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, j'ai écouté le discours d'Édouard Philippe, mais il y avait tout dedans. Tout ce qu'on est tous en train de combattre aujourd'hui était dans son discours. Il fallait voter contre le Pas discours. s'abstenir comme l'ont fait. Il fallait deux voter contre pour être parlementaires ici. clair dans Ouais. cette opposition. De la même manière, je reconnais à Olivier d'avoir été un lanceur d'alerte. On ne t'a pas assez entendu sur la déchéance de nationalité. Tu as raison. Et moi, j'ai reconnu la faute politique de l'époque. Mais en même temps, moi, je ne comprends plus pourquoi tu n'as pas souhaité être lanceur d'alerte aussi avec moi au moment où tu votais la loi sur la sécurité intérieure, où dedans, il y a le délit de faciès à l'article 10. La cohérence, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Bah, Olivier Faure, que vous Je répondez voudrais revenir sur l'abstention lors du vote de confiance. au gouvernement Philippe? Nous étions en juin, nous sommes arrivés à 30 dans un groupe qui était de 300 quelques semaines plus tôt. Dans ce groupe, il y avait des divisions profondes. Il y avait des gens qui avaient été élus face au MoDem, d'autres qui avaient été élus face à la République En Marche, d'autres qui n'avaient pas eu de candidat de la République En Marche face à eux. L'ambiance était à couper au couteau. Il y avait, quand nous nous sommes posé la question de savoir ce que nous faisions sur le vote de confiance, 3 positions équivalentes. Le pour, le contre, l'abstention. J'ai cherché à rassembler. Pourquoi? Parce que si le groupe n'avait pas été réuni à ce moment-là, eh bien, il n'y aurait plus de groupe aujourd'hui pour s'opposer. Et donc, quelques mois plus tard, s'il y a des gens qui se sont opposés à la loi travail, sur le budget et sur tout le reste, c'est précisément parce qu'à ce moment-là, nous avons su préserver notre unité, su nous rassembler, ce qui n'est jamais... Il vous cite- suffisant, j'ai mais qui est absolument vous nécessaire. êtes visé, J'ai Stéphane Le Foll, soutenu. puisque vous n'avez pas eu de candidat La République En Marche Oui. face à vous. C'est ce que dit Olivier Faure sans vous Je n'ai citer. pas, Qu'est-ce je que n'ai pas vous- dit ça. Non, J'ai dit qu'il y en avait- qu'est-ce il y avait- que Je vais répondez à répondre ça. aux deux. J'ai soutenu la démarche d'Olivier Faure à l'époque. Et on a fait en sorte de trouver cet accord. Certains ne l'ont pas respecté en votant contre, d'autres ne l'ont pas respecté en votant pour. Et tout le monde s'est retrouvé ensuite dans l'opposition. Pour l'attaque sur les candidats d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai une circonscription, je l'ai dit tout à l'heure, La Sarthe. j'y vis depuis 58 ans. C'était celle, je le rappelle, de Joël Le Teul, mais surtout de quelqu'un que tout le monde connaît, François Fillon. Quand en 2012, je l'ai gagnée, pour la première fois, elle bascule à gauche alors qu'elle a toujours été à droite. Personne n'est venu me voir pour me féliciter. Deuxièmement, on est dans la Sarthe et il y a une députée, Marietta Karamanli, qui est là ce soir. Il y a 2 départements dans la France qui ont encore 2 députés socialistes, la Sarthe et l'Ardèche, et je passe un salut amical à Hervé Soulignac ce soir. 2 départements. Et Marietta avait une candidate, si je me souviens, de la République En Marche. Ce département a donc tenu.
Donc aujourd'hui, c'est encore une fois, si on se fait ces procès-là, à un moment donné, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, je n'ai jamais rien demandé. Jamais. J'ai été ministre et je l'ai répété. Vous auriez préféré avoir un candidat là, face à vous? Écoutez, on est maintenant 9 mois, 10 mois après. Ouais. Bon, écoutez, il faut être un peu sérieux quand même. Moi, je suis resté au Parti Socialiste et sur mon affiche, Alors, c'était marqué fidèle à la Sarthe, avec le logo du Parti Socialiste et les couleurs du Parti Alors, Socialiste. On va continuer. Un Non, mot parce qu'on est du sur une Carvounas. question- on est, Arlette On Chabot, avance un peu. pardonnez-moi, sur une question assez importante pour celles et ceux qui Ouais. nous regardent et qui nous écoutent, et pour les militants et les militantes qui vont demain choisir le patron du Parti Socialiste. Je suis désolé, mais, pardon Stéphane et Olivier, la synthèse molle, on a vu où ça nous a emmenés. Et le rassemblement pour le rassemblement, quand le premier acte politique du groupe d'opposition où La République En Marche nous a juste laminé, divisé par 10, c'est de chercher de faire des contournements juste pour dire qu'on est l'opposition et de voter encore une fois contre tout ce qui est en train de se dérouler dans ce pays que nous combattons. Excusez-moi, c'est comme le disait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc vous avez des regrets, finalement, ou pas du tout, Écoutez, de ne pas Enfin, vous être je opposé ne d'entrée veux de pas jeu? rentrer dans... Synthèse molle a dit. Synthèse molle vient de J'écoute dire ce que dit Luc Luc, Carvounas. mais cette attitude qui consiste à dire non à tout, ça l'a fait voter seul d'ailleurs du groupe il y a quelques semaines contre le droit à l'erreur qui va bénéficier Non, je n'étais pas seul. aux gens qui sont dans J'ai oublié Alain face à David qui le l'administration. Et donc, franchement, cette opposition systématique, elle ne mène non plus à rien. Il y a des Français qui aujourd'hui nous regardent et qui ont besoin de comprendre que nous ne sommes pas pavloviens, que nous ne sommes pas mécaniques. Et dès le discours, après le discours de politique générale du Premier ministre, j'ai expliqué que nous étions dans l'opposition et que notre abstention ne voulait pas dire accord sur quoi que ce soit, mais simplement que nous ne serions pas pavloviens, Mais pas le mécaniques. reproche qui vous est fait Voilà. systématiquement, c'est de vouloir une synthèse molle un peu la hollandaise en réunissant tout le monde. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Eh bien, écoutez, je me souviens, puisque tout le monde ce soir cite François Mitterrand. François Mitterrand, dans sa majorité, il y avait Jacques Delors et Henri Emmanuelli. Il y avait Laurent Fabius et Pierre Mauroy. Il y avait Pierre Bérégovoy et Jean Pauprenne. Est-ce que quelqu'un, à ce moment-là, a reproché à François Mitterrand d'avoir su rassembler les socialistes pour pouvoir ensuite rassembler la gauche, puis ensuite rassembler les Français? Quelle est cette idée qu'un chef devrait forcément diviser? Diviser, on a déjà essayé. Alors on a compris, vous êtes tous les quatre dans l'opposition, même si ce n'est pas forcément la même, et probablement aspirez-vous tous les quatre à en sortir. Pour revenir au pouvoir, il vous faudra des alliés. Lesquels? Emmanuel Morel, vous êtes un proche de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ce soir, vous lui proposez une alliance? Vous savez, il y a un poète latin qui s'appelle Terence qui disait « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Eh bien moi, je suis de gauche et rien de ce qui est de gauche ne m'est étranger. Pour moi, la politique, c'est très simple. On vient de le dire, Macron, il supprime les SF, il augmente la CSG pour les retraités, il s'attaque à la SNCF, il s'attaque à la sécurité sociale. On est dans l'opposition. Tous ceux qui sont pour défendre les services publics, qui sont pour plus de pouvoir d'achat pour les salariés, qui veulent un code du travail digne de ce nom, qui protège les gens, tous ceux-là, ils sont avec nous. Donc, Et Jean-Luc je suis Mélenchon pour le peut être avec rassemblement de la gauche. Et je vais vous dire, le 22 mars, il y a une manifestation. J'espère qu'on y sera tous présents, parce que c'est une manifestation importante. Ça peut construire un rapport de force face à Emmanuel Macron et quand même le rouleau compresseur aujourd'hui. Il y aura dans la rue, il y aura qui? Il y aura des syndicalistes, il y aura des socialistes, le plus nombreux possible. Mais vous j'espère. défilerez aux côtés Il y aura de Jean-Luc des Mélenchon. écologistes. Est-ce que vous défilerez, Emmanuel, est-ce que vous défilerez aux côtés de Jean-Luc Je finis. Mais pourquoi vous êtes obsédé par Jean-Luc Mais Mélenchon? parce qu'il est important aujourd'hui dans le Moi, je ne paysage suis pas politique. obsédé par Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, moi, c'est vrai, je parle à Jean-Luc Mélenchon. Mais je parle aussi à Benoît Hamon et à Guillaume Balas. Je parle à Cécile Duflot, des Verts, à Yannick Jadot. Je parle à Virginie Rosière, des radicaux de gauche. Je parle à Pierre Laurent, le secrétaire général du PC. Je parle même à Jean-Luc Laurent, le président du MRC. Bref, rien de ce qui est à gauche ne m'est étranger. Et l'opposition, il faut qu'elle soit le plus forte possible, parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas nos histoires d'appareils, c'est la vie des gens. Et là, aujourd'hui, la vie des Français les plus modestes, elle est en jeu. Donc, il faut qu'on se mobilise tous Et ensemble. tout le monde, et alliés. Et Stéphane Le Foll, vous, alors, quand vous entendez Emmanuel Morel, est-ce que, il est possible de faire une alliance avec Jean-Luc Mélenchon, ou est-ce que vous dites, il est un Parler populiste d'alliance. aujourd'hui de gauche, donc je ne peux pas? Mais Vous êtes le sujet en politique, assez clair, vous avez été assez clair là-dessus. je suis très clair, je vais l'être. En politique, il faut créer les conditions de l'alliance. Quand François Mitterrand fait l'alliance avec les communistes, il est passé devant les communistes. La vraie question, et si je reprends le sondage que vous avez évoqué tout à l'heure, si on commence à dire qu'on veut faire des alliances avec tout le monde, dans une situation politique où nous ne sommes pas en capacité d'être le parti qui rassemble, ben, il se passera ce qui s'est passé avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle.
il y a un moment où Jean-Luc Mélenchon dira, c'est pas moi qui vais me rassembler avec vous, c'est vous qui allez vous rassembler avec moi. Donc, la question, et je m'adresse aux militants socialistes, la question c'est de retrouver notre fierté et surtout notre capacité à rassembler. Mais pour rassembler, il faut avoir retrouvé une ligne, une identité politique. Sinon, vous ne rassemblerez pas. Ou alors, vous irez vous Là, rassembler vous êtes avec complètement d'autres. opposé Donc moi, je parle. avec Non, Emmanuel je Morel. suis très content de savoir qu'Emmanuel Morel parle avec Jean-Luc Mélenchon, avec Pierre Laurent, avec Ah oui, vous les parlez à radicaux. qui, Moi alors aussi. Il montre bien que Parlez je à suis qui sûr de la gauche. J'ai les communistes qui sont juste avec Il dit moi. il est au cœur de la gauche. Et donc, Mais on est au cœur de la gauche à la condition d'avoir été en capacité de prendre un leadership au sein de la gauche. Et donc c'est plus une question de rapport Quel de est l'enjeu force pour la gauche? que de positionnement C'est d'être politique. capable de porter non seulement une alternative, d'être dans la contestation, bien entendu, mais on n'est pas là uniquement pour appeler à manifester. On est là pour construire un projet. déjà de commencer par manifester. Emmanuel, Alors, attendez, alors, je- justement, on n'est pas au Stéphane Le Foll. Tu pourras manifester. Mais est-ce que tant toi, tu viendras pourras- manifester avec nous? Stéphane Le Foll, j'ai vous assumé irez des manifester ou pas? responsabilités il n'y a pas très longtemps. Je considère qu'aujourd'hui, la force d'un parti socialiste et social-démocrate, c'est d'être capable non seulement de porter une alternative, mais d'être aussi une alternance politique. C'est ça l'enjeu. Petite précision, Stéphane Le Foll, vous n'irez pas Oui. manifester, vous, par exemple? Moi, le 22 22, mars. c'est une manifestation qui est unitaire aujourd'hui, Oui. sur la question de la fonction publique. Sur une manifestation unitaire, je peux aller manifester. Vous pouvez aller manifester. Donc, vous serez Mais peut-être je deux à ferai manifester. très attention à ne pas suivre simplement des manifestations Alors, qui peuvent être appelées On par va certains syndicats. et pas nous. terminer. Attends, on va continuer peut-être sur. On fait un petit. On a arrêt sur la manifestation. Luc Carvounas, vous Non. irez aussi manifester Je- ou pas? D'abord, j'ai été un des premiers à appeler à manifester pour le 22 mars, donc j'ai aucun sujet, j'y serai évidemment. Je vais vous faire un scoop. Moi aussi, je parle avec tout de la gauche. Et un autre scoop, non seulement je parle avec elle, mais je gagne avec elle dans ma ville, dans mon département et dans ma circonscription. J'ai cette pratique-là de l'alliance de la gauche. Mais ça ne suffira pas. Et on voit bien aujourd'hui, et on a le droit de regarder ce qui se passe de bien chez l'adversaire, il faut s'ouvrir à la société civile. Les partis de gauche, oui, mais aussi les maisons de la culture, les syndicats, les associations citoyennes, tout ce que je qualifie être la gauche arc-en-ciel. Et puis pour qu'on soit très clair, je vais poser une question à votre place. Demain, moi, patron du Parti socialiste, s'il y a au second tour d'une élection législative, par exemple partielle, un candidat de la République en marche et un candidat de la France insoumise, et ben moi je fais comme mon ami Pascal Boitard. J'appelle à voter pour François Ruffin parce que je nomme ce qu'est le macronisme, c'est la droite libérale. Certes avec un visage plus moderne que la droite conservative de la Manif pour tous, je sais de quoi je parle. Quand vous Mais allez c'est la manifester droite. le 22 mars, vous ne considérez plus que la CGT est une caste gauchisée et privilégiée, comme vous avez pu le dire dans le passé? Ah, Guillaume Roquet, vous suivez vraiment pas mes propos de l'année dernière où je me suis excusé. Ça, c'était au moment de la loi El Khomri. Je me suis excusé publiquement, oui, c'était aussi dans un moment de grosse tension. Moi, je me suis excusé, je reconnais mes torts. Mais vous savez, la CGT, moi, je discute avec elle quand je me rends à Marseille, sur l'usine Coca-Cola où il y a des licenciements. La CGT, je discute avec elle, avec l'intersyndicale, quand je vais à Fleury-Mérogis. J'ai aucun problème à discuter avec la CGT et je serai au cœur des combats des syndicats parce que si on a aussi perdu avec François Hollande, c'est qu'on a totalement rétréci notre base sociale. Mais dans On a votre, tourné oui, le mais dos dans votre à la arc-en-ciel, dans, populaire. Luc Carnot, dans votre Mais arc-en-ciel, François il y a Hollande Jean-Luc était aux Mélenchon ou pas? responsabilités. Attendez, Stéphane, il n'y a pas Jean-Luc Pas Mélenchon. ensemble. Mais Dans dans, votre Luc dans ma Carnot, il gauche n'y a pas- arc-en-ciel, il y a la gauche. Et donc, Mais c'est qui la Et gauche? il n'y a pas pour Elle a moi de plusieurs gauche couleurs, la gauche. irréconciliable, et je ne serai pas que dans un tête-à-tête avec Jean-Luc Mélenchon. Oui. On fait des choses ensemble. À l'Assemblée, on porte des débats ensemble, on dépose des recours au Conseil constitutionnel ensemble. Et nous, demain, responsables du Parti socialiste, on ne saurait pas discuter avec les leaders de la gauche autres que Luc nous-mêmes. Carvounas, il y a combien Ça de suffit, couleurs? Il y l'hypocrisie. a les socialistes, il y a des écolos, et il y a Les effectivement communistes, les la communistes génération. et la France insoumise. S'ils souhaitent discuter avec nous, ce que je constate, c'est que dans leur groupe, Oui, tout le monde est Clémentine d'accord Autain avec a moi, plus finalement. envie. vous avez de évolué discuter sur la avec question, nous Luc que, Carvounas. Vous avez Jean-Luc évolué Mélenchon. là-dessus. Olivier Faure, à l'instant, Luc Carvounas dit il n'y a pas de gauche irréconciliable. Ah, bon, il n'y a pas de gauche irréconciliable. Oui, Ils moi sont aussi, déjà je crois qu'il n'y a pas de réconciliés ou gauche irréconciliable. Il y a des hommes à gauche, des femmes à gauche qui sont malheureusement irréconciliables. Et c'est la raison pour laquelle nous connaissons tant de déboires. Je vais vous faire une confidence. Chaque semaine, je siège à la gauche de Jean-Luc Mélenchon dans ce qu'on appelle la conférence des présidents à l'Assemblée. Et nous discutons de manière très fluide parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas nous parler. Moi, je voudrais dialoguer avec toutes celles et ceux qui font la gauche. Après, la question que vous nous posez, en réalité, elle est posée à Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? C'est lui qui dit qu'il ne veut pas s'allier avec les socialistes. C'est lui qui dit qu'il veut nous remplacer. Et donc, la question que vous nous posez est en réalité un peu en décalage horaire, si vous me permettez. Parce qu'on C'est n'est lui pas en... qui empêche l'union. Mais aujourd'hui, c'est lui qui ne souhaite pas cette union. C'est lui qui explique qu'il veut affirmer une offre distincte. Et nous,
la réalité, c'est que nous devons affirmer nous-mêmes ce que nous sommes, être à nouveau en capacité d'incarner cette force centrale à gauche, parce que le problème de Jean-Luc Mélenchon, dans les élections partielles, regardez ce qui se passe, c'est que nous fassions 2%, c'était territoire de Belfort, ou 7%, c'était le Val d'Oise. Eh bien, Aux Jean-Luc législatives Mélenchon, il partielles. fait 10 ou 11. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous ne sommes plus là, la gauche, Mais est-ce elle qu'il- s'écroule, elle s'effondre. Est-ce qu'il Et ne vous a donc, pas déjà il y a supplanté, besoin de Jean-Luc cette force Mélenchon, avec son centrale. score à Si la elle n'est plus là, présidentielle? la gauche, Olivier elle Faure, perd. est-ce qu'il ne vous a pas déjà supplanté avec son score à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, ne fixez pas les choses définitivement sur la présidentielle. Regardez ce qui s'est passé aux législatives. Nous sommes 31 au groupe socialiste à l'Assemblée. Ils sont 17. Regardez ce qui se passe dans les élections partielles. Quand nous nous écroulons, c'est toute la gauche qui s'effondre. Alors, on fait un petit point peut-être sur les temps de parole avant d'aller rejoindre Marie-Pierre Haddad. Ben voilà, Olivier Faure. En tête, Stéphane Le Foll, Olivier Faure et Luc Carvounas et bien sûr Emmanuel Morel. Voilà, alors on va retrouver Marie-Pierre Haddad. Parce que je suis Question concis, en fait. des internautes. Marie-Pierre? Oui, il y a beaucoup de commentaires sur la vision de chaque candidat déjà pour l'avenir du Parti socialiste. Et il y a aussi des commentaires sur le sujet d'actualité du jour, qui est la limitation à 80 km/h, la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Vous avez un commentaire de Thomas qui dit que c'est une ânerie et que ça restera toujours une ânerie. Par contre, de l'autre côté, vous avez Yvan qui dit qu'il a testé aujourd'hui et qu'il a gagné 1 minute 46. Ça lui a pris 1 minute de plus, donc pour 1 minute, il est prêt à tester aussi. Et vous, les candidats, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement là-dessus ou est-ce que vous êtes contre? Voilà, merci Marie-Pierre Haddad, en tout cas en direct de la régie de LCI. Alors c'est simple, vous allez répondre par oui ou par non à la question. D'accord ou pas pour imposer la limitation de vitesse à 80 km/h? Je ne veux pas gagner du temps de parole. Emmanuel Morel. Oui. Emmanuel Morel? Oui, absolument oui, sans aucune réserve. Et Olivier Et Faure. Olivier Faure? Je souhaite que ce soit expérimenté davantage parce que pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Et je souhaite qu'on puisse tenir compte du fait qu'il y a notamment des ruraux qui ont des trajets tous les jours. Et je préférerais qu'on ait une vraie politique de sécurité, Donc c'est plutôt non. de sécurité routière C'est oui, qui mais. permette. Non, C'est je un dis oui, mais. simplement qu'il faudrait sélectionner en fonction des routes et que le mieux, ce serait de donner au département cette capacité à choisir les routes qui sont effectivement limitées à 80. C'était oui, Alors, pardon. Stéphane Le Foll, vous qui êtes un rural guillemets, est-ce que vous êtes Oui, d'accord avec cette pas décision? entre guillemets, non. Très simplement, c'est une décision générale décidée par le gouvernement qui doit s'appliquer partout, alors qu'en fait, il y a des routes qui sont plus dangereuses que d'autres et qu'il aurait fallu appliquer le 80 km/h là où il y a du danger et puis essayer de laisser là où il y en a moins la possibilité de continuer à rouler à 90. Voilà, donc moi je suis fondamentalement contre ce type de décision prise d'un seul coup et généralisée partout. C'est Ouais. ça qu'il faut qu'on change aussi. Voilà. Être capable de décentraliser une partie des décisions. Alors, c'est un deuxième oui, mais Luc Carvounas. Bah, moi, C'est même un non. Moi, c'est un vrai. Ah non. Oh, Vous avez l'air d'être. oh, Bon, alors vous allez avoir un vrai non, parce que je trouve cette mesure injuste au moment où le gouvernement taxe l'essence, le diesel, au moment où il va nous bazarder 9000 km de lignes sur les réseaux ferroviaires secondaires. On se fout du monde, en fait, et on ne prend pas en compte leur réalité de vie, parce qu'on est avec un président des riches et un président des métropoles. Merci à tous. On va marquer un petit temps et puis on va se retrouver très vite. L'Irlande vous ouvre ses bras, vous surprend, vous enchante, fait battre vos cœurs, vous émerveille et vous accueille comme seuls les Irlandais savent le faire. Vibrez au rythme de l'Irlande sur irlande-tourisme.fr.
liées à la vie des Français. Et on va se pencher à nouveau sur ce sondage réalisé par Harris Interactive. Regardez les domaines dans lesquels les Français attendent les socialistes. Eh bien, on les voit, ces sujets, culture, égalité, hommes-femmes, laïcité. En revanche, ceux où ils n'attendent pas les socialistes, c'est le pouvoir d'achat, le chômage, les déficits publics. Ça veut dire qu'au fond, eh bien, ils ne croient pas beaucoup en vous aujourd'hui et n'attendent pas grand-chose du PS. Alors, Luc Carvounas, vous, est-ce oui. que vous pensez, parce que la question de pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des Français, est-ce que vous pensez qu'il faut augmenter le SMIC? Ça n'a pas été fait, ça ne sera pas fait cette première année du quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'il faut augmenter le SMIC? Oui, et puis de toutes les façons, vous savez, pour répondre à votre question, il faut aussi voir d'où nous partons. Et nous nous sommes, je le disais tout à l'heure, écartés des classes populaires. D'ailleurs, en 2012, quand nous avons gagné le pouvoir avec François Hollande, je me souviens de ce rapport de Terra Nova qui nous expliquait à nous les socialistes qu'il fallait nous éloigner de celles et ceux pour qui finalement nous travaillons. Parce que c'est quoi d'être socialiste? C'est de lutter contre la reproduction des inégalités. Et le pouvoir d'achat, nous avons failli dans le dernier quinquennat sur le pouvoir d'achat et nous avons été sanctionnés. Et donc aujourd'hui, il faut que nous travaillions sur la question de justice sociale, et pardon de vous le dire, mais vous voyez très bien son fameux ruissellement à Emmanuel Macron, il est tourné vers les 363 000 foyers fiscaux les plus riches de ce pays. Les 100 premières familles les plus riches de France gagnent chaque jour, grâce à Emmanuel Macron, 4 400 €, alors que nos compatriotes qui passent sous le seuil de pauvreté, 1 015 € sont de plus en plus nombreux. Il y a des choses que l'on peut faire. Dans mon texte d'orientation dont je suis le premier signataire, je pose des propositions très simples, très concrètes, notamment sur les niches fiscales, qu'il faudrait revisiter. Elles sont au nombre de 457. Voilà, il faut à un moment donné que l'on ose. Il faut aussi que le Parti socialiste redevienne le parti des causes. Et redevenir le parti des causes, c'est aussi de parler à celles et ceux qu'on est censé représenter. Emmanuel Morel, vous vous montrez très généreux dans votre programme de candidat à la tête du Parti Ça, socialiste. c'est le point de vue de l'éditorialiste du Figaro. Alors, On vous l'attendait, allez me répondre. non, Alors, on l'attendait, c'est surtout- facile. Un homme de gauche est forcément généreux, mais c'est tant mieux, moi j'assume la générosité. Alors, je lis dans votre projet une augmentation du SMIC et des salaires en général, une revalorisation du traitement des fonctionnaires. Est-ce que vous pensez que ce sont vraiment des promesses tenables compte tenu de la situation économique? Bien sûr, non seulement je pense qu'elles sont tenables, je pense qu'on aurait dû le faire, parce que je reviens à votre sondage. Pourquoi les gens ne nous font pas confiance sur le pouvoir d'achat? C'est parce que dans les 5 dernières années, nous avons plutôt poursuivi une politique, c'est la politique de l'offre, qui consistait à restaurer les marges des entreprises, à essayer d'avoir des mesures sur le coût du travail, ce qui n'était pas vraiment conforme à l'idée qu'on se faisait d'un gouvernement socialiste, plutôt que de s'attaquer à la question centrale du pouvoir d'achat. Parce que moi, je vais être simple, basique. Dans le socialisme, il y a social. Et les gens, ils attendent de nous qu'on réponde aux questions sociales. Et vous savez ce que disait Gaston Defferre à François Mitterrand? Il lui disait, Président, si à l'issue de votre septennat, les conditions de vie matérielle des Français les plus modestes ne se sont pas améliorées, alors le reste ne vaut pas. Et ben moi, je me suis engagé au Parti socialiste aussi pour ça, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie matérielle des gens les plus modestes. Ça passe évidemment par l'augmentation du SMIC. Ça base évidemment sur une action résolue sur l'échelle des salaires. Même vous, qui êtes un homme de droite, je suis sûr que vous trouvez anormal que dans une entreprise, il puisse y avoir des écarts de 1 à 400. Franchement, c'est pas raisonnable. C'est déraisonnable. Et le bon sens, pour un homme de gauche comme pour un homme de droite, c'est de se dire, il faut agir sur l'échelle des salaires. Et enfin, je n'ai pas fini, je reviens sur la question de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, parce que ça doit être une priorité pour les socialistes dans les mobilisations futures. C'est important que Stéphane Le Foll vous réponde, puisque vous avez entendu Emmanuel Morel dire on a beaucoup aidé les entreprises. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir trop aidé les entreprises pendant 5 ans au détriment des salariés, des classes moyennes qui ont protesté contre un ras-le-bol fiscal? D'abord, on va revenir à ce que vous posez comme question. Ce que ne veut pas imaginer Emmanuel Morel, c'est que lorsqu'on assume une responsabilité pour un grand pays comme la France, on tient la responsabilité d'un pays. Et je rappelle d'ailleurs que le SMIC... laxiste. Attendez, je rappelle que le SMIC a été augmenté dès que nous sommes arrivés. Que la question qui nous a été posée dès la fin de l'année, et Arnaud Montebourg était bien placé, malheureusement pour voir le nombre de plans de licenciement arriver. Je me souviens que même François Fillon avait dit, Nicolas Sarkozy avait demandé est-ce qu'on retienne des plans de licenciement. Ils sont tous arrivés au moment où on est arrivé.
Et qu'à partir de là, quand on a des entreprises qui ferment, on a été obligé de trouver des solutions pour redonner des marges, pour faire en sorte qu'elles réinvestissent et qu'elles sauvent des emplois. Mais il n'est pas d'accord, Emmanuel Morel. Mais il ne sera pas d'accord. Emmanuel Morel ne sera pas d'accord par définition. On va laisser répondre. Emmanuel Morel. De ceux qui n'étaient pas d'accord. Non, mais il n'y a pas Sauf de que par on a une définition. responsabilité. Il n'y a pas de par définition. Moi, si tu dis quelque chose d'intelligent, j'agrée. Mais quand même, sur ce point. Mais on n'est pas d'accord. Non, mais pourquoi on n'est pas d'accord? Parce que Pourquoi Michel Sapin, ministre de l'économie du gouvernement Hollande, est venu à la télévision en 2015 pour expliquer que les entreprises ne devaient pas augmenter les salaires parce que ça allait gréver les marges des entreprises. Pourquoi on n'est pas d'accord? Parce qu'on a donné 40 milliards aux entreprises, Oui. le CICE, sans aucune contrepartie pour le monde du travail. Mais 40 milliards Sans dans une aucune entreprise. contrepartie, Alors, je vais te Stéphane. répondre. Et qu'est-ce que ça donne? Emmanuel, Je finis. maintenant, j'entends Qu'est-ce que ce ça tu donne? dis. Ça donne Carrefour. Non. Carrefour. Alors attendez, Stéphane Le Foll va vous répondre. Attendez, je voudrais Stéphane Le juste Foll. répondre à Emmanuel. possible. Quand Oui, il mais- dit quelque chose, Parlons je pas voudrais juste ensemble. répondre. Stéphane Le Les Foll, auditeurs de répondez. RTL. Finir ma Attends, démonstration. non, la une démonstration, seconde. je vais la finir. Crédit d'impôt compétitivité. C'est déjà la synthèse. Emmanuel Morel, ancien frondeur, dit le crédit d'impôt a profité à toutes les entreprises et aujourd'hui elle licencie. Il oublie de dire que dans le même temps où il y a Carrefour, il y a aussi PSA Peugeot qui aujourd'hui donne une prime de 2400 €, 2400 € à tous ses salariés et qui a bénéficié lui aussi du crédit d'impôt compétitivité emploi. Donc j'aimerais simplement que dans ce débat, plutôt que d'être tout le temps en train de critiquer ce qu'on a fait, qu'on soit au moins objectif. Donc je ne Ah, suis mais pas moi, d'accord je avec suis toi, quelqu'un et tu d'objectif. n'es pas objectif. Courte, Olivier Faure. Quelle différence il y a entre la politique que conduit aujourd'hui Emmanuel Macron et celle que nous avons conduite en direction des entreprises? C'est que quand nous sommes revenus au pouvoir, je rappelle que la croissance était de 0, eh bien, nous avons cherché effectivement à restaurer les marges des entreprises françaises qui étaient parmi les plus faibles d'Europe. Pour la formation, pour l'investissement, pour le renouvellement de l'appareil productif. Nous avons donné de l'argent aux entreprises. Emmanuel Macron, il arrive au pouvoir, il donne 30 milliards sur 5 ans à qui? Non pas aux entreprises, aux actionnaires. Voilà ce qui nous différencie fondamentalement, c'est que nous avons fait un choix qui était le choix de relancer l'économie nationale et ça a un effet. Il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, les résultats qui sont ceux de l'économie française ne sont pas venus de nulle part. Cette croissance de 2 points, elle n'est pas venue toute seule parce que d'un claquement de doigts, Emmanuel Macron serait arrivé au pouvoir. Ça vient de quelque part. Et donc, ça vient de cette politique que nous avons conduite. Et donc, il y a là peut-être effectivement une différence entre nous, parce que nous avons des différences. Et nous avons aussi des points de convergence, heureusement. Mais moi, ce que je voudrais dire aussi dans ce débat, c'est que la richesse, elle est créée par les salariés. Et que donc, il est nécessaire aujourd'hui de leur rendre justice. Et que cela passe pas seulement par la question du SMIC, ça passe d'abord par la question de la place dans l'entreprise. Nous avons déposé et défendu, il y a quelques jours, à l'initiative de Boris Vallaud, qui est dans les tribunes, une proposition de loi avec Dominique Potier, une proposition de loi sur la codétermination à la française. C'est quoi? C'est la possibilité pour les entreprises de plus de 2000 salariés d'avoir dans leur conseil d'administration des conseils d'administration à parité entre actionnaires et salariés. Attendez, Olivier Faure, juste Ça une change tout. question. Ça change tout. Oui. Carrefour, par exemple, vous croyez que la stratégie serait identique que s'il y avait eu des salariés à égalité avec les actionnaires dans le conseil d'administration? mais- Est-ce que vous pensez que ce Oui, serait mais exactement la Emmanuel, même juste politique une qui chose, conduit Olivier Faure. cette Emmanuel entreprise? Macron a Je crois baissé que les non. charges des Et c'est salariés quand même. effectivement là-dessus que les salariés français peuvent nous attendre. Et ils auraient raison Mais de le faire. est-ce que vous, Emmanuel Macron a baissé les charges des salariés? Est-ce qu'on peut être contre une telle mesure? Vous dites qu'il n'a rien fait. Il a fait quelque chose là. Mais comment il l'a payé? Il l'a payé avec la CSG des retraités. Est-ce que vous pensez sérieux de dire qu'aujourd'hui, on a des retraités qui ont 1 200 € par mois et qui sont des riches, alors que ceux qui sont vraiment riches, ceux-là, ils ne le seront jamais assez et il faut donner encore 5 milliards par an? Luc Il Carvounas. faut toujours, quand on est socialiste, dire à qui nous avons affaire avec Emmanuel Macron, un président des riches qui taxe les retraités, qui a décidé que les fonctionnaires, finalement, c'était des fainéants qu'il ne fallait pas revaloriser, parce que c'est ça la réalité. Mais ici, nous sommes Et vous quand même faites- pour vous faire faites- un vous faites travail, quoi, c'est- un travail d'inventaire. Excusez-moi, on ne peut pas postuler pour être premier secrétaire du Parti socialiste et pas réussir, alors que nos militants, dans nos fédérations, dans le Tour de France que l'on fait, nous le demandent à faire ce travail d'inventaire. Je comprends que le CICE, qui a été porté par Jean-Marc Ayrault, est quelque chose dont on a du mal à bien défendre la réalité. Mais la réalité, c'est qu'on a donné 40 milliards aux entreprises sans aller leur demander la contrepartie. Carrefour est un vrai exemple où Carrefour, on paye quoi? Les stratégies loupées des différents PDG. Et aujourd'hui, on tape la masse salariale de Bah, 1400 c'est agents pas ce que Stéphane Le Foll qui sont les plus démunis. C'est une injustice. Et à un moment donné, on a le droit, au moment où on donnait 40 milliards aux entreprises, argent public sans rien demander,
et on retirait 11 milliards aux collectivités. Je sais de quoi je parle au niveau des services publics, ce que ça voulait dire pour chacun d'entre nous à faire cet effort. On pouvait au moins demander aux chefs d'entreprise. Mais je Il aurait l'ai fallu le dit, dire Olivier, avant. à ce Mais moment-là. non. Le vrai Mais sujet, par ailleurs, Le Premier ministre s'appelait Jean-Marc Ayrault, tu n'écoutais pas. Par ailleurs, le sujet, Olivier Faure. c'était peut-être le ciblage. Et c'est là que nous devons avoir une évaluation qui soit une évaluation objective du bilan. Peut-être que sur un certain nombre de sujets, sur le CICE comme sur le pacte de responsabilité, le ciblage avec les bas salaires et les entreprises qui forcément sont plutôt des entreprises de services ou dans la grande distribution, n'étaient pas forcément les bonnes cibles. Et il fallait peut-être étaler davantage pour pouvoir toucher des revenus plus élevés, qui sont celles des entreprises qui sont dans la compétition internationale. Ça, c'est des choses qu'il faut évaluer maintenant et ne pas reproduire à l'avenir. Parce que la question qui nous est posée, ce n'est pas de savoir à l'infini qu'est-ce qui était. Il faut d'abord comprendre pourquoi nous avons échoué, comprendre ce que nous avons réussi, et puis aussi tirer des leçons. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. Alors, c'est le droit d'inventaire. On C'est juste fait une pour dire pause, que il est 22h. Pardon, Tout Stéphane cet Le Foll, inventaire, vous voyez, allez ça ne répondre débouche dans pas une sur des seconde. propositions. Faut Stéphane changer Le la- Foll, Stéphane Le Foll, on peut attendre Ah, mais une oui, seconde. je Il est pense. 22h, on donne juste une évaluation du temps et même Oui, j'ai précisément pris un peu de temps. le temps de parole de chacun. Et justement, vous êtes en avance. Presque, Olivier Faure, 11 minutes 36, Stéphane Le Foll, 11 minutes 23. Ensuite, Luc Carvounas, 10 minutes 45. Et Emmanuel Morel, 10 minutes et 3 secondes. Alors, je reviens vers vous, Stéphane Le Foll. Vous disiez, au fond... Pardon. Oui, oui, allez-y. Je peux revenir vers vous, Stéphane Le Foll, ça ne vous ennuie pas, bien merci. sûr, non, Donc, évaluation, est-ce que vous avez quand même un peu de critique sur les mesures qui ont été prises pendant le quinquennat, sur les aides aux entreprises qui n'ont peut-être pas Mais été assez si ciblées regardez le débat. On va pouvoir continuer longtemps. Emmanuel Morel ne sera jamais d'accord. Qu'est-ce qu'il faut qu'on invente demain Ah, il n'est pas le Qu'est-ce seul, qui Olivier reste- Faure non plus. Est-ce qu'il va rester un CICE d'ici 4 ans? Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on fera? Garder l'idée que les entreprises, c'est là qu'il se crée de la richesse entre le capital et le travail. Oui, ça, il faut qu'on le garde. Et à partir de là, réfléchir aux nouvelles mesures. Mais continuer ce débat, mais on va pouvoir le continuer 5 ans. Hein. Ça va pouvoir continuer même plus longtemps. C'est fini. Pour moi, il faut... C'est pour ça que je veux une majorité, pour pouvoir se tourner vers l'avenir, changer un peu. Qu'est-ce qui... Guillaume. Prendre la réalité. Emmanuel Morel, parmi les changements, il y a la proposition que vous faites, comme d'ailleurs je crois les 3 autres candidats, de rétablir l'impôt sur la fortune. Mais quand même, quand vous voyez Bernard Arnault, donc un entrepreneur français, devenir la 4e fortune du monde, passer devant le fondateur de Facebook, est-ce que quand même ça ne peut pas nous rendre un peu fiers, cette réussite? Ah non. Franchement. Profite à qui? Franchement. Attendez, Emmanuel Morel. Non, mais Salarié. Monsieur Arnaud, La question. On va laisser parler, on va laisser répondre Emmanuel Morel, parce que comme moi, ça je les m'astreins téléspectateurs et les au auditeurs de RTL devoir de peuvent vous écouter. concision qu'on m'a demandé au début de cette émission, et j'en suis Et pénalisé. vous avez donc la Non, parole. non, vous- Alors, parole. laissez-moi la parole. Franchement, je n'ai pas d'admiration particulière pour M. Arnaud. Mais votre question me fait penser à ce que disait le président de la République il y a peu. Vous savez, quand il a fait cette métaphore du premier de cordée. Parce qu'il lui estimait que c'était ceux qui réussissaient financièrement qui tiraient le reste du pays. Les Il entrepreneurs. aurait pu dire, oui, il aurait pu dire un scientifique, un poète, un journaliste, un prix Nobel d'économie. Non, il avait dit ceux qui réussissent financièrement. Eh ben, c'est tout le débat philosophique, parce que Emmanuel Macron, encore une fois, philosophique et politique, il nous lance un défi idéologique. Lui, c'est le libéralisme intégral. Et nous devons lui opposer nos réponses. Eh ben, nos réponses, c'est des réponses fondées sur la coopération, sur la solidarité, sur la régulation. Et c'est d'ailleurs un paradoxe, je vous demande d'y réfléchir. Le Parti socialiste va mal. On est d'accord. D'ailleurs, vos sondages en témoignent. Mais en même temps, c'est le cas de le dire, Coup de le Ça y dire. est. jamais les messages socialistes n'ont été autant d'actualité. Parce que le monde, depuis 2008, depuis la crise financière de 2008, cette économie casino complètement folle, une économie déraisonnable, plaide pour qu'il y ait plus de régulation et plus de solidarité. Et pourquoi Vous avez pourquoi- rattrapé votre retard. Pourquoi je me base sur le pouvoir Emmanuel d'achat? Morel. Parce que précisément, je pense que c'est une façon intelligente de relancer l'activité économique en France. Alors, Donc pareil- oui, l'augmentation du SMIC. Et M. Arnaud, non seulement il faudra rétablir l'ISF, mais il faudra supprimer la flat tax sur les revenus financiers. Parce que vous savez, il gagne 3,5 millions par heure. On peut lui enlever un bon million. Luc Carvounas, qu'est-ce qu'on fait pour Bernard Arnault? Est-ce qu'il faut taxer? Vous savez, il y avait une promesse C'est démocrate, moi. de la taxe à Bah, 75%. déjà, vous savez, ça n'avait pas tellement réussi à François Hollande. Emmanuel Macron a eu ce chic de remplacer le S de solidarité dans l'ISF que nous, les socialistes, nous avons porté par le F de fortune, avec l'IFI. Tout est dit.
Voilà la politique qui est menée aujourd'hui par Emmanuel Macron pour les plus riches. Mais vous parlez de ce classement. Moi, ce qui m'interroge plus dans ce classement, c'est que finalement, à part l'industrie du luxe, pharmaceutique et de l'industrie de l'armement, on voit peu d'industries nouvelles pour la France fleurir. On a les 1000 premières grandes familles, les plus grosses fortunes du monde qui sont soit américaines, soit chinoises. Et puis nous sommes totalement absents sur les nouvelles technologies, sur l'approche du capitalisme numérique. On va se laisser emmener par les GAFA qui posséderont et nos données et l'argent. Et donc il faut aussi que les socialistes posent ces débats-là pour se projeter et pouvoir faire des propositions concrètes. Stéphane Le Foll, Bernard Arnault, il a cette somme, ce pactole aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi dû aux mesures que vous avez prises pendant ces 5 ans? Est-ce qu'il faut taxer davantage ces fortunes-là? Je rappelle que pendant le quinquennat de François Hollande, le capital et le travail étaient fiscalisés au même niveau, 45%. Que la décision qu'a prise Emmanuel Macron, c'est de ramener de 45 à 30%, un gain de 15% en une décision législative. Nous avions égalisé capital et travail, parce que justement l'entreprise, là où se fait la combinaison entre le capital et le travail, était l'enjeu de la production de richesse. Et donc moi, je suis pour qu'on revienne sur des mesures fiscales qui évitent ce qui est en train de se passer, une concentration du capital et du patrimoine dans très peu de personnes. Oui, mais vous avez égalisé par le haut, parce que le ras-le-bol fiscal, oui, par vous le en avez haut. parlé vous-même. Donc, par le haut. Vous oui, voulez bien sûr, par recommencer le à haut. augmenter les impôts? Mais les tranches à 45% sont restées, je vous le rappelle. L'impôt sur le revenu. Oui, sur l'impôt sur le revenu. Et justement, c'est parce que Même nous, le on a revenu, le taux marginal à 45%. le revenu du travail a été égalisé avec le revenu du capital, 45%. C'est ce que nous avons fait. Ça a été remis en cause par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il va faire? Et qu'est-ce que ça va donner? C'est que ça enrichit ceux qui ont déjà beaucoup de capital, avec la supposition que ceux qui ont beaucoup de capital vont réinvestir et prendre des risques. On sait que ceux qui ont beaucoup de capital, ils vont éviter de prendre des risques. Mais juste Et on va donc, ça va coûter cher, sans impact. Vous sur ne voulez l'économie. pas faire de droit Voilà. d'inventaire, mais les 75%, Oui. est-ce que rétrospectivement vous dites que c'était une erreur ou est-ce que symboliquement c'était important et même financièrement c'était une mesure de C'était justice? politiquement important, ça a été fait. Maintenant, on ne va pas revenir sur cette taxe à 75%. Vous ne le referiez pas? La fiscalité est à 45% sur la tranche supérieure. Et nous avons remis de la progressivité dans l'impôt sur le revenu. Olivier, Je le rappelle. Je ne Olivier sais pas Faure, si, je sais pas si ceux qui nous regardent comprennent ce dont on parle, mais je voudrais préciser les choses. Parce que quand on parle de revenu du capital, ça paraît abstrait, mais je vais vous faire une comparaison. Quand quelqu'un qui est au-dessus du SMIC rentre dans l'impôt sur le revenu, il rentre à quel taux? 14%. Si vous vivez de revenus de vos dividendes, vous êtes actionnaire, vous rentrez dans l'impôt sur le revenu à 12,8%. Le taux dont vient de parler Stéphane, le taux marginal à 45%, c'est quand vous montez en revenu. Si vous avez des dividendes, le taux, il est stable. C'est 12,8 tout le temps. Donc tout le monde comprend que M. Bernard Arnault paye en réalité proportionnellement moins d'impôts que quelqu'un qui est juste au-dessus du niveau du SMIC. C'est un scandale. Et donc, Et alors, qu'est-ce que vous effectivement, feriez? il faudra y revenir. Bien Mais sûr que comment? nous allons. La flat tax, qui était une revendication de la droite pendant tout le dernier quinquennat, est une revendication que nous ne pouvons pas accepter. Comment pourrions-nous accepter que des gens à qui on demande des efforts et qui, eux, sont modestes, eh bien, voient ce type de mesures prises? Mais c'est insupportable. Cette mesure-là, c'est cet argent-là qui s'en va. Ouais. En plus, non mais je finis là-dessus quand Oui, même, parce finissez. que je préfère le dire. Ça n'est même pas conditionné. C'est-à-dire qu'en réalité, ils peuvent mettre cet argent-là dans un fonds souverain, dans un fonds vautour qui viendra détruire notre propre industrie sans que ça leur coûte un centime et sans qu'on leur reprenne quoi que ce soit. Mais il le fera J'aurais d'autant préféré plus que cet que argent-là, les impôts sont élevés. cet argent-là, j'aurais préféré qu'il serve aux EHPAD, aux hôpitaux, qu'il serve à la fonction publique, qu'il serve aux services publics qui sont aujourd'hui négligés. Voilà ce qu'il faudrait faire. Et c'est le choix qu'on peut faire quand on est un homme ou une femme de gauche. Mais Emmanuel- Et c'est le choix ouais. qu'Emmanuel Macron ne fait pas. Mais Emmanuel Morel, on a parlé du ras-le-bol fiscal, c'est la question qui était posée à Stéphane Le Foll. Ça a effectivement quand même beaucoup pesé sur le quinquennat. Et on dit là, les socialistes reviennent, hop, les impôts aussi vont à nouveau augmenter. Mais on ne parle pas des impôts de tout le monde, là. On est en train de parler des impôts de M. Bernard Arnault. Vous parlez de combien de personnes On en ne change France? pas l'impôt C'est tellement sur peu le- par rapport Attendez, tous pas les tous autres. en même Travail, temps. Pas en même on temps. change sur le capital. Enfin, il ne faut pas se tromper quand même. Ce n'est pas la même chose. Mais l'argument d'Emmanuel Morel du pouvoir en place, c'est de dire si c'est l'impôt est trop élevé sur les gens les plus fortunés, un, ils n'investissent plus, deux, ils quittent la France. Est-ce que vous admettez la validité de ces arguments? Non. Non, je ne les admets pas. Ça n'a jamais été d'ailleurs prouvé. En revanche, je trouve... Je crois même que ça concerne 0,02%. Je trouve surtout que d'évasion vers le l'extérieur. pouvoir en place n'est pas assez vigilant par rapport à un phénomène massif, et c'est l'exemple de Bernard Arnault qui m'est fait penser, qui est celui de l'évasion fiscale. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que
il y a 1000 milliards d'euros qui échappent à l'impôt en Europe. Pour la France, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros. Et c'est le fait de qui? De personnes très aisées, qui, via une industrie de l'évasion fiscale avec des cabinets d'audit, Mais il y a eu des mesures prises contre l'évasion fiscale. Est-ce que c'est insuffisant? Qu'est-ce que vous faites? Largement insuffisant. Alors vous faites quoi de largement plus? insuffisante. Eh bien, moi, je mène le combat au niveau européen. D'ailleurs, ça tombe bien. J'étais rapporteur d'un texte la semaine dernière au Parlement européen où nous avons essayé de Dans durcir une les économie conditions mondialisée, c'est pour les compliqué, Emmanuel Morel. Mais ce n'est pas compliqué du tout. Les Américains le font, les Européens tardent à le faire. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. Il faut faire une assiette commune de l'impôt. Vous me laissez finir juste de l'impôt sur les sociétés. Il faut un taux effectif minimum d'impôt sur les sociétés. Et puis surtout, il faut traquer les cabinets d'audit fiscal, les avocats qui se lancent dans une véritable industrie d'optimisation fiscale. C'est possible. Ça, c'est possible. Et ça, c'est du volontarisme. Et vous verrez que on récupérera beaucoup d'argent. Stéphane Le Foll n'est pas d'accord avec vous, mais Luc Arvounas... Vous savez, quand on a... Attendez, pas tous en même temps. Je répondrai. Luc Arvounas a du retard. Non, mais Luc Arvounas, juste pour qu'on avance. Oui, non, Vous prévoyez dans votre programme un impôt, je cite, universel. Donc ça veut dire que ça touchera aussi les Français les moins aisés, les classes moyennes qui ont été matraqués et qui aujourd'hui protestent contre ce matraquage. 43% des contribuables français qui payent un impôt sur le revenu. Aujourd'hui, 43%. Moi, je veux effectivement un impôt universel, mais en contrepartie, et en même temps, je souhaite que la TVA sur les produits de première nécessité ne soit pas imposée à nos concitoyens. Je souhaite que sur l'eau, l'électricité non plus. Voilà, je fais des propositions concrètes. Et pour revenir au pouvoir d'achat, quand on a un président qui dote chaque année 5 milliards d'euros d'un côté aux plus riches, et qu'on a, selon les chiffres de l'INSEE, 4,5 milliards d'impôts ménages supplémentaires cette année, ça ne fonctionne pas. Et on peut trouver de l'argent si, sur le plan européen, on arrête, nous les socialistes qui sommes internationalistes, d'essayer de nous fondre dans la mondialisation. Je vais finir, parce que sur les Paradise Papers, pardonnez-moi, je vois un président qui peut détricoter le code du travail en 4 mois, mais qui ne s'attaque pas au code général des impôts, et pour cause, on voit bien à qui il veut faire des clins d'œil. C'est 20 milliards d'évasion fiscale par an. 20 milliards d'évasion fiscale par an si ça rentrait dans les caisses de l'État. Soyons concrets pour ceux qui nous regardent. C'est 100 € de plus au pouvoir d'achat pour les 9 millions de Français qui sont sous le seuil de pauvreté. Soyons aussi concrets sur cet impôt universel. Il serait de combien? Bon, je ne vais pas vous donner le chiffre comme ça, c'est un principe que tout le monde participe et contribue. Pour un smicard, par exemple, il paierait des impôts? Mais je ne vais pas vous donner une réponse comme ça à la cantonade. Je suis en train de vous dire que l'impôt peut être et doit être versé de manière universelle par tous, mais il y a des contreparties. Voilà. Et aujourd'hui, si on veut donner du pouvoir d'achat à celles et ceux qui nous regardent, il faut que les socialistes retroussent nos manches et que l'on arrête de subir justement l'économie mondiale. Pardon, Benjamin Sportouche. Un mot là-dessus pour dire quand même que tous les Français payent l'impôt. Déjà. Bien sûr. Ils payent la TVA. Indirect. Et donc, non, mais c'est quand même important parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des gens qui ne payent pas l'impôt. Non, ils direct. payent même l'impôt le plus injuste, qui est la TVA. Mais qui est l'impôt qui pénalise le plus les ménages modestes. Olivier Faure, vous avez la parole. Parce que vous avez évoqué Luc Arvounas, vous, les ordonnances travail. Est-ce que celles qui ont été prises par Emmanuel Macron, par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, d'un mot, est-ce que vous abrogeriez, si vous revenez au pouvoir, les ordonnances travail qui ont réformé le Code du travail? Olivier Faure, d'un mot, oui ou non? Est-ce que vous abrogez? Oui. Emmanuel Morel? Non, mais non seulement il faut revenir sur ce qui vient d'être fait, mais le problème des ordonnances de 2017, c'est qu'hélas, elles sont la continuité de la loi El Khomri. Donc moi, je supprime les deux, parce que franchement, on a rarement vu un recul aussi inédit pour le droit du travail en France. C'est des dizaines de décennies de lutte sociale qui ont été mises à bas, parce qu'une fois de plus, on a cru que pour le marché du travail, il fallait flexibiliser toujours. Du quinquennat Hollande, hein, pour on vous. annule. Il y a des choses, mais en tout cas, certainement pas ça. Je vous dis, c'est la chose. Je pense que c'est une des choses les plus graves que nous Stéphane Le Foll. La chose la plus grave que vous avez Oui. faite, c'est Voilà, alors je vais la loi El répondre. Khomri. Je rappellerai que dans la loi de Myriam El Khomri, il y avait le compte pénibilité. Oui, que Demandez ça, Macron, d'ailleurs, Emmanuel. C'est pour ça qu'il faut qu'on clarifie les choses. Il y avait le compte pénibilité. Donc si la loi de Myriam El Khomri est la faute la plus grave qu'on ait faite, ça veut dire que le compte pénibilité, qui était une demande de tous les syndicats, pour faire en sorte que ceux qui travaillent dans des conditions Je ne fais difficiles... pas semblant de ne pas comprendre. Mais je ne fais pas semblant. Je ne parle pas du compte ni, ni du compte formation. Mais à je te ce parle du moment-là- primat de l'accord d'entreprise sur la loi. C'est ça qui est grave. À ce moment-là, C'est ça qui est grave. à ce moment-là, Emmanuel, tu ne dis pas que c'est ce qu'il y a eu de pire de fait. Voilà, parce que le compte pénibilité, il existe grâce à Alors, nous. je dis très exactement, oui, le compte pénibilité que Macron est en train de remettre en cause, Ben voilà. c'était plutôt une bonne chose. Ben Le compte personnel de formation, c'est une bonne chose, mais il y a tout le reste.
Mais le reste, c'est l'accord d'entreprise. Mais il n'y a pas seulement ça. Tu parles avec n'importe quel avocat spécialiste en droit du travail. mais moi, je parle il te avec des dit, avocats. on n'a jamais autant facilité les licenciements faux. économiques dans ce pays. C'est C'est bien un la vrai diffé- problème. c'est Et bien que la- ça vienne de socialistes, ça, c'est C'est inacceptable. faux. Eh bien, de dire ça, Alors. Emmanuel, Eh ben, c'est ce je qui suis vous désolé. différencie fondamentalement. D'accord. Parce que si Et on c'est pourra ça, prendre la loi la point par position, point si tu le souhaites. si c'est ça la position que tu portes, ça veut dire que dans ce parti, il faut qu'on ait une position qui soit claire maintenant. Ouais. voilà. Question. On l'aura. Hein. Ben oui, on l'aura. Mais Je la- l'espère, c'est les militants qui trancheront. Petite question, vous pouvez répondre par oui ou par non. Vous nous avez dit que vous irez tous à peu près aux manifestations, au défilé, le 22 avec les fonctionnaires, et peut-être si les cheminots les rejoignent. Oui ou non? Est-ce qu'il est intouchable, ce statut des cheminots? Oui ou non? Luc Carvounas. Vous voulez pas que je réponde sur les ordonnances travail? Alors, Vous nous avez dit Ouais. oui, on les abrogera parce qu'elles sont injustes, ces ordonnances, et que dans la Vous avez flexi, Alors- et que dans la flexi-sécurité, on voit bien que, comme l'a dit d'ailleurs Jacques Attali très bien, hein, faire croire aux Français qu'on va relancer l'emploi en facilitant le licenciement, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Ensuite, sur Non, mais Emmanuel Morel dit Sur le c'est la statut des suite. cheminots. Emmanuel Attendez, Morel dit attendez. juste que c'est la suite. Mais il est des dans son ordonnances rôle, Pénicaud, Emmanuel, de puisqu'il Alpha porte Marine. aussi l'affront du dernier quinquennat. Je comprends que Mais moi, je joue le pas devoir un rôle. d'inventaire, Je joue il pas est. un rôle. Je dis mais ce moi que je non, pense. mais moi non plus, Je suis Emmanuel. sincère, c'est tout. Voilà. Oui. Je Donc- dis ce que je pense. Alors, Et je on le peut disais- faire un et je tour le disais rapide. quand on était au juste pouvoir. là-dessus, Est-ce quand même. qu'on Parce que moi, peut je change faire un pas tour rapide? en fonction des positions qu'on a les uns et les autres. Oui, Emmanuel, mais la sincérité, c'est aussi de pouvoir exprimer qu'on peut s'être trompé. La sincérité, Bien c'est sûr, pas de je jouer le un reconnais, mais rôle. tu me dis un rôle. Non, mais moi, je ne ne joue pas de rôle. distribue pas des bons Je- et des mauvais Bah, points. Parce que surtout- tu vois, surtout pas, je le fais celles pas, et moi. ceux qui nous regardent n'entendent Ah, pas non, de mais ça je de ne nous. fais pas ça. Je dis Emmanuel, juste- restons je dis les juste- attentes du en rassemblement. même temps. c'est pas Sur le grave. fond, reprenons la discussion. Alors, on peut faire, Oui, j'avais mais- commencé un tour assez... Voilà. Sur le statut des Stéphane Le cheminots. Foll, c'est- J'en ai commencé un petit tour sur le statut des cheminots. Un mot, Luc Carvounas, il est intouchable Bah, ou pas? Moi, je trouve que ce qui est en train d'être mené sur l'entreprise publique de la SNCF est purement un scandale et ce n'est pas assez dit. Parce que d'abord, Emmanuel Macron, qui n'arrête pas de nous dire... On fait que vous m'avez pas dit oui ou non. Hein. Je vais vous répondre, mais Ouais. laissez-moi un peu avancer sur le sujet qui est important et grave pour ceux qui nous regardent, parce que c'est juste le patrimoine national. Faire croire aux Français que privatiser la SNCF, c'est pour améliorer le service public et de taper sur le statut des cheminots comme d'une variable d'ajustement, mais vous savez pourquoi Emmanuel Macron il veut privatiser la SNCF? C'est pas ce qu'il dit. Hein. C'est parce Parce qu'il qu'il veut, oui, mais c'est ce qu'il fera et vous le savez très bien, c'est de prendre les 47 milliards de la dette, de le faire porter sur les usagers en voyant leurs lignes ferroviaires fermées demain, même si j'ai bien vu qu'Édouard Philippe dit non, non, mais on transfère aux régions, mais sans donner les subsides pour les faire en sorte qu'elles soient maintenues. Et c'est pour faire un clin d'œil, encore une fois, à la Commission de Bruxelles pour les fameux 3% et enlever les 47 milliards de la dette française. En fait, Emmanuel Macron, quand il fait un signal à la Commission de Bruxelles, c'est les ordonnances travail pour le Code du travail et c'est prendre des ordonnances pour le statut Alors, des cheminots et statut l'entreprise publique qu'est la SNCF. des C'est de la cheminots. brutalité. Est-ce que vous ne dites pas, Stéphane Le Foll, qu'au fond, le gouvernement aujourd'hui a le courage de réformer la SNCF, ce que vous n'avez pas fait quand Je vous vous étiez au rappelle, pouvoir? Arlette Non, c'est ce nous qu'on a avons fait. voté une loi en 2014 qui a créé un établissement public, qui a réuni 3 établissements. trois établissements, qui a réunifié Olivier qui a Faure. réunifié ce qui avait été séparé entre le réseau ferré de France et la SNCF. Trois EPIC qui existent et qui sont des entités publiques. Et la question du statut des cheminots. En fait, il faut remonter à la question du statut de l'entreprise. C'est que c'est le changement de statut d'entreprise qui fait, in fine, le changement du statut des cheminots. Et la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on est d'accord avec le changement de statut Oui. d'entreprise? Non. 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 D'accord. Et à partir de ce moment-là, la discussion sur le statut des cheminots, il a déjà été évoqué, ça a déjà été évoqué, mais le principe sur lequel il faut qu'on soit clair, c'est le changement de statut De d'établissement l'entreprise. public En en société entreprise. anonyme. Donc, C'est là qu'est la d'accord. question. Vous êtes d'accord avec ce Sur que ces disait points-là, Stéphane je Le suis Foll? d'accord. Et Et je rajouterais au-delà. même que la vérité, c'est qu'on est dans une grande hypocrisie, puisque le gouvernement a compris qu'il y avait un front qui pouvait s'ouvrir face à lui. Et donc, il a retiré la partie du rapport Spinetta qui faisait problème sur les petites lignes. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut transférer aux régions, sans leur accorder les moyens supplémentaires, la responsabilité des petites lignes. Qu'est-ce qui se passera? On a simplement transféré aux régions les mauvaises nouvelles. Je vais revenir d'un mot maintenant, même malgré tout, je suis en retard, Ouais. donc je vais quand même prendre la parole 2 secondes. Sur la loi travail. Sur la loi travail, que s'est-il passé? Parce que je veux rendre justice à tous ces députés qui étaient dans la majorité à l'époque. Parce qu'il y a eu une volonté d'Emmanuel Macron déjà à l'époque d'introduire ce qui est aujourd'hui dans la loi Pénicaud. Et ces députés, ils ont dit non. Ils ont dit non. Et entre la première version de la loi El Khomri et puis la dernière version de la loi El Khomri, il y a eu d'immenses changements. Alors. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Et Tac. que la première version de la loi El Khomri, c'est vrai qu'elle était insupportable. Elle était insupportable aux yeux même des socialistes.
elle l'était aussi aux yeux des syndicats, mais nous avons beaucoup évolué. Et donc, Alors, c'est ces changements-là aussi. Allez, qu'il faut prendre en Beaucoup de compte. choses ont Et été on aurait dites. peut-être Emmanuel un Morel. compromis à la fin, Allez, nous n'avons Tchabou. pas trouvé. Emmanuel Je Morel, regrette encore. sur le statut des cheminots, je repose la question. Il est intouchable à vos yeux? Il y a C'est pas aucune qu'il est modification? intouchable. Mais les C'est pas sondages que- disent que les Français approuvent. Mais vous savez, c'est pas qu'il est intouchable, c'est que c'est pas le problème. C'est pas le statut des cheminots qui crée la dette de la SNCF. C'est pas le statut des cheminots qui pose problème aujourd'hui dans le pays. Et il y a quand même une curieuse façon de procéder de la part du président de la République, qui, quand il parle à un cheminot, dit « Mais regardez, les agriculteurs gagnent beaucoup moins que vous devriez vous mettre à ce niveau-là ». Cette façon, cette obsession d'opposer les uns aux autres, les salariés, franchement, je trouve ça Non, mais juste une chose, insupportable. Emmanuel, est-ce que c'est Oui. un tabou pour la gauche aujourd'hui de baisser le nombre de Non, mais- fonctionnaires globalement? Est-ce que c'est un tabou? Il Mais- va y avoir la manifestation de la fonction Mais publique. alors, vous savez, le Est-ce problème, que c'est un vous tabou? savez, le problème, c'est que généralement, quand on dit c'est un tabou de gauche, c'est qu'en fait, c'est un totem de droite. Eh bien, je le laisse à la droite. Alors, Macron. on change de thème. Il y a Macron qui est de La droite. laïcité, Belle formule. c'est au moins... Olivier Parce que j'ai lu Freud. Totem, tabou, tout ça. Alors, on parle de la laïcité, s'il vous plaît. Cultivé. Sujet sur lequel, effectivement, les Français vous reconnaissent quelques mérites. Dans l'enquête d'opinion, vous voyez, on est quand même assez équitable. Pensez-vous, Olivier Faure, au fond, il est nécessaire aujourd'hui de modifier la loi de 1905 pour permettre eh bien, la construction de cultes musulmans, il faut dire, parce que c'est là qu'aujourd'hui, il y a une nécessité. La modifier. Oui, je vous pose la Pourquoi question. Mais nous avons, puisque nous sommes en train de parler de modèle de développement. Il y a un socle dans notre pays qui est le socle des valeurs républicaines, parmi lesquelles il faut rajouter la laïcité. La loi de 1905, elle a fait ses preuves depuis plus d'un siècle. Et donc, il faut l'appliquer. Toute la loi, rien que la loi. Faire en sorte que, y compris dans toutes ces associations, l'égalité homme-femme, la capacité à être aujourd'hui rassemblés, elle tient dans cette loi. Elle tient dans cette capacité à faire vivre des gens qui sont de confessions différentes, qui sont de philosophies différentes, qui ont des croyances ou qui n'en ont pas. Eh bien, je ne vois aucune raison d'en changer. Je ne vois pas qu'elle pourrait Donc, ça n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est même pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable, Et vous- nécessaire. Et pour vous, Luc Carvounas, alors vous avez entendu le président de la République parler de laïcité radicalisée. Quand vous avez entendu ces mots-là, est-ce que ça vous a fait réagir ou vous vous êtes dit, en effet, il peut y avoir une manière d'être laïque? Moi, je vais radicalement. réagir comme tout le monde autour de cette table. Oui, nous sommes tous des laïcs et oui, il ne faut pas toucher à la loi de 1905 qui est un totem et qui a démontré ce qu'elle pouvait apporter dans l'espace public C'est pas un totem. et entre tout le monde. Mais je vais vous dire, parce que encore une fois, j'ai été maire. Et moi, je veux, dans la conférence du consensus sur la laïcité que je veux porter dans mon texte d'orientation, je veux que l'on se pose, puisque nous sommes les socialistes sur ces débats-là, les réponses que l'on peut apporter à des maires comme moi je l'ai été, qui voient sa population augmenter en 15 ans de 10 000 habitants et que les fidèles vous demandent d'agrandir leur lieu de culte. Vous n'avez pas les moyens de le Qu'est-ce que vous faire. faites alors? Moi, je veux, ce que je fais, je vous le dis, Benjamin Sportou, je ne fais rien. Il y a en ce moment des prières de rue en face du lieu de culte. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, mon commandant de police me dit nous allons faire disperser les fidèles. Est-ce qu'il faut un Moi, changement public, je veux Luc qu'on Carvounas? dise qu'est-ce que l'on fait face à ces maires Front National qui empêchent la construction de lieux de culte, les tribunaux s'en saisissent. Et puis, il y a une immense hypocrisie en France. Il y a aujourd'hui des maires qui font des contorsions en payant ce que l'on appelle sur le permis de construire les espaces dits culturels et non Donc, vous voulez culturels. un financement Et vous public? savez, Non, mais vous Luc savez à Carvounas, quoi c'est servent pas un les espaces financement public ou culturels? pas? Des lieux Les de fameux culte. espaces culturels, ils servent, dès qu'ils sont construits, à avoir les écoles coraniques dedans. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On voit les élèves déscolarisés de l'école publique. Alors. Donc moi, je veux que l'on porte ces débats-là. Je suis un maire laïque et qui a été confronté de manière concrète à ces vous Alors, voulez on problèmes-là. pas avance, faire on de avance. certains- On avance. Ouais. Stéphane Le Foll, Dans est-ce qu'il faut modifier ou non la loi de 1905? Non, il ne faut pas la modifier. Par contre, il faut appliquer, ça a été dit par Olivier Faure, les principes de cette loi. Moi, ce qui m'a inquiété, c'est de voir qu'il y avait un sondage il y a 3 semaines sortir qui indique que 44% des Français considèrent que la religion musulmane ne serait pas intégrable à la République. Là, ça devient inquiétant. Donc, si on doit rappeler les principes de la laïcité, c'est que toutes les religions sont acceptées dans la République. Mais en même temps qu'on dit ça, on doit faire respecter les lois de la République. Et sur ces questions de l'islam radical, de ceux qui ont utilisé et qui utilisent aujourd'hui la religion pour des vocations identitaires, on doit être avec une politique globale de soutien au niveau de l'école,
au niveau des associations qui luttent tous les jours contre cette radicalisation, parce que ça, c'est un sujet qui doit être pris politiquement. Non, mais Stéphane, on sait qu'il y a un financement étranger aussi qui pose problème de beaucoup de mosquées. Est-ce que vous voulez le substituer à ce financement étranger, un financement public pour éviter ce financement? Si on ne change pas la loi... Il n'a pas répondu clairement. Si on ne change pas la loi de 1905, l'État et les fonds publics n'ont pas à financer les lieux de culte. Emmanuel Morel, rapidement, est-ce que vous êtes rapidement, aussi mais ou la quand même même, position que... Le combat laïque, c'est au cœur de notre idéal socialiste. On est d'accord. Ce qui m'embête dans ce débat, c'est qu'on parle toujours des religions, mais il faudrait aussi s'adresser à ceux qui ne croient pas. Parce que la laïcité permet précisément de vivre ensemble entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. La liberté absolue de conscience, ça fait aussi partie de nos fondamentaux à nous, les socialistes. Donc moi, la loi de 1905, il ne faut pas seulement la défendre, il faut la chérir. Et en effet, elle dit que la République ne subventionne ni ne reconnaît aucun culte. C'est bien, non pas pour le vivre ensemble, mais pour le vouloir vivre ensemble. C'est ça qui est fondamental pour nous, socialistes, mais je crois pour nous, républicains. Est-ce que, Voilà. est-ce qu'à l'université, il faut continuer à autoriser le port du voile? L'université, c'est autre chose. Là, on change complètement de débat. Non, mais c'est dans le cadre de la laïcité, c'est une question. On peut considérer que comme l'école, elle pourrait être un lieu neutre. Manuel Valls, il faut interdire le voile à l'université. Qu'est-ce que vous répondez? À l'université, ce sont des personnes adultes. Ça n'a rien à voir avec le Ah, mais débat là-dessus, sur on l'école. est La différence parfaitement entre d'accord. L'école, parce que normalement, la laïcité, c'est la neutralité de l'État. Le seul lieu où elle s'applique aussi à ses usagers, c'est l'école, parce que c'est l'endroit où les enfants forment leur conscience. Et on essaye de les ouvrir à la diversité. Une fois qu'ils sont majeurs, c'est très différent. On considère qu'ils sont adultes et qu'ils font des choix librement. C'est donc la raison pour laquelle il y a une distinction entre l'école Alors, Mais moi, Et l'université. moi, je repose un la- mot, Moi, Luc je Carbouna, repose à Arlette s'il vous Chabot la plaît. question Ouais. concrètement. Vous me dites, on fait quoi? Moi, je propose une conférence du consensus. D'ailleurs, ma méthode est assez proche de ce qu'est en train de faire le président de la République en consultant Ah, vous retrouvez les là-dessus. universitaires, les scientifiques. Mais on fait quoi, en fait, dans nos villes? On reste dans l'hypocrisie générale, on tourne la tête, on ne donne aucune réponse aux maires qui sont le premier guichet républicain. On fait quoi en 2018 Mais justement, on quand finance l'islam ou on de finance France... pas Mais je ne sais pas, je ne pouvais pas vous répondre. On finance avec des deniers publics. Luc, Non, mais Stéphane, attends, moi, excuse-moi. Non, mais je Terminer comprends. sur ce Sujet très sujet, s'il concret. vous plaît. Et moi, Voilà. je veux bien Luc qu'on Carvounas. continue à dire la loi de 1905, évidemment, mais concrètement, au moment où les prêcheurs de rue viennent chercher les fidèles parce qu'ils n'ont pas de lieu de culte approprié, en 2018, on fait quoi en France quand l'islam de France est la deuxième religion de France? On fait quoi Mais concrètement? dans ces cas-là, on ne se pose pas la question comme ça. On se la pose totalement Olivier Faure. différemment. Ce n'est pas une question de deniers publics. Ça peut être... Mais je ne parle pas de deniers Il publics. y a une Olivier. proposition qui est faite dans le débat qui tourne depuis longtemps, qui par exemple de faire une taxe sur le halal, qui permettrait pas, comme aux le musulmans consistoire de financer leur propre culte, comme le font, Bien sûr. comme le fait la religion. D'abord, je rappelle à Et celles donc, et ceux qui ne c'est le très savent différent, pas c'est-à-dire qu'on ne touche pas à la que loi. les collectivités peuvent financer des lieux de culte quand les bâtiments sont en péril. Hein, c'est la loi et ça existe. Voilà, on termine sur le sujet. On va retrouver Marie-Pierre Haddad et des questions et des interrogations des internautes. Marie-Pierre. Oui, je vous fais un point très rapide sur le hashtag PS Le Débat. Sachez qu'il y a 12 000 tweets qui ont été faits et que ça fait tout simplement le sujet dont on parle le plus ce soir, à cet instant précis sur Twitter. Après, il y a eu beaucoup de questions aussi sur l'écologie. Par exemple, Arnaud qui nous dit « La transition énergétique conduit à inventer une société nouvelle ». Et justement, sur l'écologie, que pensez-vous de Nicolas Hulot? Pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas le ministre de l'écologie? Voilà, alors rapidement, Nicolas Hulot, vous le soutenez parce que effectivement, il est celui qui murmurait aussi, qui conseillait. François Hollande murmurait à l'oreille du président. Il faut soutenir l'action de Nicolas Hulot aujourd'hui. Mais Arlette Chabot, est-ce qu'on pourrait poser la question de savoir si on pourrait soutenir ce qu'on a fait nous-mêmes? Moi, en agriculture, l'agroécologie, la bioéconomie, l'économie de la photosynthèse, que d'ailleurs reprend Nicolas Hulot. Donc Nicolas sur ce Hulot, c'est du sujet- Stéphane Le Foll. Sur ce sujet, je ne vais pas remettre en cause ce qui est fait, puisque c'est un prolongement. Donc là-dessus, on va quand même se mettre d'accord. Mais la question écologique, elle est au cœur du futur débat des socialistes. On doit se l'approprier pleinement. C'est pourquoi moi je proposerai un forum de 2 ans pour discuter de l'ensemble des enjeux écologiques et de créer les conditions d'une croissance sûre, celle qui fait de l'écologie et qui en même temps permet de créer de la richesse pour financer notre modèle social.
Ça, c'est un enjeu pour les socialistes aujourd'hui qui me paraît primordial. Alors, vous soutenez Nicolas Hulot, je reviendrai quand même à la question de départ. Luc Carvounas, il faut l'aider, le soutenir, l'accompagner, et vous reconnaissez Alors, s'il n'était pas là. Je vous ai expliqué que j'étais choses un seraient élu moyennes. d'opposition. Vous m'appelez pour aller à la rescousse d'un ministre de, Nicolas de- Hulot de- et- de Macron. Qui a voté Benoît Hamon. Oui. il a fait Écoutez, le premier tour moi je pense présidentiel. qu'on est en train de parler d'un nouveau modèle de développement. Il Ouais. faut que dans nos réflexions C'est socialistes, nous intégrions la révolution écologiste. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien sur la question Hamon. climatique. Si je vous pose la question, c'est quoi pour vous la date du 2 août? C'est la journée du dépassement, le moment où nous avons consommé tout ce que nous pouvions consommer vis-à-vis de notre planète. Nous n'avons qu'une seule planète. Sauf que nous pouvons tous, au niveau national, et là, je parle à notre député européen, Emmanuel Morel, parler de révolution écologiste à tous les étages si on veut un nouveau modèle de développement. Mais avec cette Europe-là, mondialisée comme elle l'est, consumériste, tout ça n'existera pas. Et moi, je montre et dénonce l'extrême hypocrisie d'Emmanuel Macron qui nous dit « Make our planet great again », et dans le même temps, nous fait même provisoirement souscrire au CETA, qui est une contradiction totale avec la COP21, et en même temps est en train de préférer le fret automobile avec la casse du service public de la SNCF. La révolution écologiste passe aussi par un nouvel internationalisme européen. Sur l'écologie, Olivier Faure, pendant 5 ans, quand même, il n'y a pas eu de fermeture de la centrale de Fessenheim. C'était une promesse de campagne de François Hollande. Elle n'est toujours pas fermée. Est-ce que ce n'est pas la preuve concrète qu'on a une difficulté à sortir du nucléaire, que c'est un rêve doux aujourd'hui? Ça veut dire que nous n'avons pas honoré cet engagement, mais qui était prévu pour les prochains mois. Et donc, je regrette que ça n'ait pas été fait. Mais je veux revenir d'un mot sur la question environnementale, parce qu'il y a des sujets sur lesquels nous pouvons être d'accord avec Nicolas Hulot, comme on peut l'être avec la droite. Heureusement, la question environnementale a envahi le débat public, et c'est évidemment une bonne chose. Mais il reste un point aveugle. Ce point aveugle, c'est le lien qui existe de manière très forte entre les questions environnementales et les questions sociales. Vous savez que quand on est dans un quartier populaire, on a 3 à 5 fois plus de risques de mourir dans un épisode de pollution que dans un quartier bourgeois. Pourquoi? Parce que ce sont des quartiers où on cumule les handicaps, l'insalubrité du logement, les appartements qui ne sont pas équipés, c'est la pollution atmosphérique, c'est la présence à proximité d'entreprises industrielles qui dégagent de la pollution. Et donc, nous avons aujourd'hui mis beaucoup d'attention sur la sécurité routière. On en a tout à l'heure parlé. Mais vous savez qu'il y a 3 000 tués sur les routes chaque année. Il y en a 42 000 qui sont tués à cause de la pollution. Et c'est l'asthme pour les enfants, et c'est les maladies cardiovasculaires, et c'est les cancers du poumon. Et là, on ne fait rien parce que Il faut on n'a interdire pas... le diesel, c'est ça, parce que vous Mais non, dites, ce hein, que par je exemple. dis simplement, c'est qu'il faut prendre conscience du fait que, à la fois dans notre pays, mais plus largement entre notre pays et les pays pauvres dans le monde, la question environnementale et la question sociale sont intimement liées. Et que ce sont d'abord les plus pauvres qui font les frais de notre absence de politique écologique. Et ça, la droite n'en parle pas. Et ça, Emmanuel Macron n'en parle pas. Et donc, nous avons, nous, besoin de prendre en charge cette dimension-là. Merci. Et c'est ce que nous devrons faire Merci, dans les Olivier prochains Faure. mois. Emmanuel Morel, vous aussi, vous avez un engagement écologique. Très concrètement, combien de temps est-ce qu'on va mettre pour sortir du nucléaire si vous êtes revenu au pouvoir? Il faut déjà qu'on vienne au pouvoir. Oui, c'est pour ça que je m'étais Bah, si. vous avez êtes du pour ça, temps, pour alors, ça, vous c'est simple. espérez. J'espère qu'on reviendra au pouvoir dans 4 ans. Je vais vous dire, j'espère vraiment parce que pendant 4 ans, il y a des gens qui vont souffrir de la politique d'Emmanuel Macron. Et en Donc, combien c'est de aussi temps notre on peut sortir responsabilité. du nucléaire si on le veut? Il y a un débat entre les experts, mais en gros, entre 20 et 25 ans. Ça suppose évidemment que toute la communauté nationale soit d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut que les socialistes mènent une campagne d'opinion avec leurs alliés, notamment les alliés écologistes là-dessus. Ensuite, il faut que notre industrie soit préparée, qu'on travaille sur la question du retraitement. Ça prend beaucoup, mais c'est des investissements colossaux. Et je reviens à la politique économique. C'est que là, pour le coup, on a un vrai chantier d'investissement public pour la transition écologique. Stéphane l'a dit, la COP21, c'est à mettre au crédit du gouvernement. Bien. Mais, Voilà. mais je sais justement, moi, Je suis soulagé en fin de débat. Là, ça fait- je sais reconnaître quand les choses bien ont été faites. Le problème, c'est que ça n'a pas été suivi de faits concrets. Donc, il faut investir massivement dans l'environnement. Et puis surtout, il va falloir qu'on se le dise, nous, socialistes, il va falloir produire et consommer autrement. Consommer autrement. Et ça veut dire une nouvelle frugalité, une Alors, nouvelle sobriété. Mais il faut Ça va être Alors, au il faut cœur. aussi une chose. Mais
Pardon, Alors, Emmanuel. Non, mais là, tu me Franchement, on va terminer ce débat parce que vous n'aurez pas le temps de parler d'Europe et comme d'habitude, on dira qu'on a sacrifié l'Europe. Je voulais Ah oui, simplement Olivier dire une Faure, chose. Olivier On va Faure. pas sacrifier l'Europe, mais Il nous reste 5 sait- minutes pour parler d'Europe, là, la vous voyez. gauche, historiquement, elle s'est intéressée aux conditions de travail. Il faut qu'elle s'intéresse maintenant davantage aux conditions de vie. Alors, Juste pour dire que Stéphane l'environnement Le Foll. et la Stéphane Le Foll. croissance sûre qu'on doit créer, c'est pas la frugalité. Parce que là, c'est les contradictions que je reprends et qui me paraissent très intéressantes. Entre l'augmentation du pouvoir d'achat et puis après, on va passer, parce qu'on est dans l'environnement, à la frugalité, il faudrait se mettre d'accord, Emmanuel. Et moi, je pense au contraire que le socialisme de demain, laisse-moi terminer, c'est et la croissance 5 minutes. et l'écologie. Alors, non, mais on juste- garde un peu de Ah temps non, pour l'Europe, il pardon, faut pas Emmanuel qu'on parle Morel, d'Europe, parce c'est que très loin. franchement, sinon, M'interpelle. on n'aura pas de temps pour parler de l'Europe et encore une fois, vous allez Je souligne tes protester. contradictions. Et j'ai pas de On contradiction. parle de En tout cas, pas sur l'Europe. ces points-là. On parle de l'Europe est un sujet qui est aujourd'hui au cœur des débats, des élections en Europe. On l'a vu encore récemment en Italie. C'est bien sûr celui de l'immigration, avec l'émergence d'une droite extrême qui monte et aussi l'apparition de mouvements populistes qui sont consolidés. Stéphane Le Foll, est-ce que là, en matière d'immigration, la politique du gouvernement d'Édouard Philippe est fondamentalement différente de celle qu'appliquait le gouvernement de Manuel Valls? C'est-à-dire, on reçoit convenablement, parce que c'est la tradition de la France, les demandeurs d'asile. Et en revanche, eh bien, ceux qui sont des réfugiés économiques, eh bien, on n'accepte pas et on les renvoie. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées. Moi, je préfère la politique qui a été conduite sous Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Mais alors, 100 fois, à ce qui est en train de se passer. Ce durcissement et ce tournant qui a été celui, en fait, de la circulaire de Gérard Collomb, de manière très claire. Là, on a un basculement politique sur une ligne de maîtrise, bien entendu, et en même temps d'accueil. Mais ce qui a été fait, et en particulier, je le rappelle, au moment de la jungle de Calais, ce qu'on a réussi à faire en passant de 10 000 Tu ne devrais centres pas dire la d'accueil, jungle, Stéphane. de 10 000... Pas la jungle, pas la jungle. Olivier Ce Faure. sont des êtres humains. On a eu tort de Non, dire non, la non, jungle. le Non, mais- camp- bon, voilà. très bien. Le campement, enfin, ce qui existait à Calais, et la création de 10 000 de 20 000 à 40 000 centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Donc on a fait une politique qui a été sur les deux. Je rajoute un point qui va sûrement être nouveau. C'est que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les accords de Dublin, qui font que c'est les pays qui voient arriver les immigrants qui doivent traiter tous les dossiers, ça, ce sont des accords qui ne peuvent plus rester tels qu'ils sont. Et il faudra les changer. Emmanuel Morel. Et c'est un point très important. Est-ce qu'il faut accueillir tous les migrants qui entrent en France? Est-ce qu'il y a une tradition d'accueil qui doit être rétablie selon vous avec une circulaire de régularisation, Non, comme il y a pu avoir sous Manuel Valls ou dans les autres gouvernements socialistes? Bien sûr, je pense qu'il faut régulariser, mais surtout, là, on parlait du droit d'asile. Et ce qui est grave dans ce que fait Gérard Collomb, qui est pourtant un ancien camarade, c'est qu'il met ses pas dans ceux de Charles Pasqua, c'est-à-dire une politique absolument insupportable par rapport à notre tradition républicaine. Mais vous parliez d'Europe, parce que c'était quand même ça le débat. C'est ça le débat. Donc, regardons quand même concrètement où nous en sommes. Il y a une crise migratoire incontestable. Rappelons quand même que l'immense majorité des migrants sont au sud, restent au sud. Vous avez 2 millions de Libyens en Tunisie. Vous avez 2 millions de Syriens en Turquie. 20% de la population en Jordanie, c'est des réfugiés. Eux, ils accueillent des réfugiés. Le Liban, c'est presque 25%. Donc, l'immense majorité des migrants sont au sud. Il y en a qui, au péril de leur vie, j'essaye de vous parler et j'essaye de vous convaincre, il y en a qui, au péril de leur vie, traversent la Méditerranée pour arriver en Europe. Et là, il se passe quoi? Nous n'avons même pas été capables, je parle des 27, enfin des 28, maintenant 27 États membres de l'Union européenne, de nous mettre d'accord pour répartir et accueillir dignement les migrants. Mais c'est ça qui est insupportable. Et là, ça a été non pas la faute de l'Europe, parce qu'on dit toujours l'Europe, mais là, c'est Non, pas c'est ni les par le États. Parlement. La Commission a fait une bonne proposition. C'est les États membres, et notamment les États comme la Hongrie, par exemple, de M. Orban, qui ont refusé toute solidarité. Et bien là, je peux vous dire, moi, j'ai eu mal à l'Europe. Luc Carvenas, est-ce que le sujet c'est l'accueil? Est-ce que ça peut être aussi, face à cette vague de migrants, de les canaliser en Afrique pour ne pas qu'ils traversent la Méditerranée? Moi, vous savez, Guillaume Roquette, je l'ai dit dans ma présentation, cette question, moi, me touche extrêmement parce qu'elle me parle. Elle parle à la deuxième génération que je suis. Et je me demande que s'il y avait, dans les années 20, Emmanuel Macron au pouvoir avec Gérard Collomb, est-ce que mes grands-parents paternels auraient pu poser leurs valises? Est-ce que mon père serait né dans le 13e arrondissement? Est-ce que je serais un parlementaire français? Je n'en sais rien. Vos parents Et étaient moi- européens? Mon père est né en France et ma mère est née en Grèce.
Mais mes grands-parents étaient de Smyrne, en Turquie, mes grands-parents paternels. Et ils sont venus dans les années 20 face aux exactions turques pour les mêmes raisons que pour nos amis arméniens. Et donc, moi, je crois qu'on a un devoir d'universalisme et d'accueil. Moi, je crois que les 100 000, 150 000 aujourd'hui qui sont sur le sol national, comme l'avait fait en son temps Lionel Jospin quand il était Premier ministre, oui, il faut avoir le courage de régulariser. Et oui, il faut avoir aussi le courage, entre États, de mener une vraie politique, notamment pour les pays du Sud, en Europe du Sud, pour voir ce que l'on fait. Et c'est ça aussi la qualité de la France Merci, Luc et de Urvonas. son devoir. Dublin. Merci. On va revoir Dublin. Tout à fait. Olivier Faure, je voudrais qu'on aille sur une question qui va se poser, sa prochaine échéance, pour vous, c'est l'élection européenne. Attendez, je voudrais Compte quand même parler tenu de du migration, résultat, c'est une question alors, essentielle. Non, mais je le fais court, parce que très court. pas très court. C'est une question importante. C'est une question qui est devant nous parce que les grandes migrations, depuis que l'homme existe, elles sont toujours liées au climat ou à la guerre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Une situation géopolitique très troublée et le climat dont chacun sait ce qu'il en est. Et donc cette question, elle va continuer à nous obséder. Et comment est-ce qu'on fait pour justement y répondre? Est-ce qu'on continue à parler de gens qui ont traversé des océans, qui ont traversé des frontières, comme s'ils étaient des bêtes, comme s'ils n'étaient pas des êtres humains? Parfois, j'étais l'autre jour au centre d'hébergement d'Ivry, où vous avez la majorité des femmes qui sont hébergées là-bas, qui ont été violées devant leurs maris, devant leurs enfants. C'est un traitement humain que nous demandons d'abord. Ensuite, on a aujourd'hui une politique qui est absurde. Dublin, c'est quoi? Ça veut dire que quand vous êtes francophone, on vous renvoie en Italie. Quand vous avez de la famille qui est en Angleterre, on vous renvoie en Espagne. C'est absurde, complètement absurde. On ne vise même pas l'intégration de gens qui peuvent bénéficier du droit d'asile. Je continue. Sur la question des nouveaux droits qu'il faut ouvrir. Il faut certainement ouvrir un nouveau droit pour des personnes qui sont en détresse humanitaire, parce que ça existe aussi. Et que les gens, à la fin de ce parcours, ils ont besoin d'être accueillis d'abord. Et puis, après, il faut effectivement avoir des distinctions entre les uns et les autres. Les réfugiés économiques ne sont pas de même nature que les réfugiés climatiques ou les réfugiés du droit d'asile. Et là, il faut certainement ouvrir une nouvelle possibilité, ouvrir des quotas, ouvrir la possibilité de faire en sorte que nous puissions négocier chaque année des quotas qui permettent de résoudre un certain nombre de questions qui nous sont posées à nous et qui permettent aussi que sur le plan économique, nous puissions accueillir. Petite question pour les élections européennes. Simplement, vous nous dites, voilà, est-ce qu'il y aura bloc contre bloc, c'est-à-dire les pro-européens face à sans doute qui sont eurosceptiques? Est-ce qu'il va falloir que vous rejoigniez peut-être ceux qui sont très favorables à l'Europe? Emmanuel Morel. Ah non, mais surtout pas. Il faut qu'au sein du bloc pro-européen, il y ait un choix, il y ait une alternative. Parce que sinon, qu'est-ce qui nourrit les populismes? Qu'est-ce qui nourrit les partis d'extrême droite, par exemple? C'est précisément cette impression d'indifférenciation entre la droite et la gauche. Donc, fou du débat au sein du camp pro-européen, il faut projet contre projet. Et le problème auquel on est confronté, par exemple au Parlement européen, c'est cette logique qui consiste à faire des grandes coalitions entre la droite et la gauche au fur et à mesure des mandats. Mais ça aboutit à quoi? C'est que les gens se disent, mais finalement, ils sont d'accord sur l'essentiel et ils débattent sur l'accessoire. Donc moi, je veux un débat fracassant avec la droite sur la question européenne et aussi avec M. Macron. Parce que, comme vous l'avez compris, je l'ai mis dans le camp des libéraux. Emmanuel Morel. Débat fracassant, Stéphane Le Foll, comme le dit Emmanuel Morel, qui aime les débats fracassants. Des débats clairs que fracassants. Et donc, sur la question européenne, oui, il faut d'abord réaffirmer le projet européen. Oui. Parce que à chaque fois qu'on parle de l'Europe, il y a toujours ceux qui sont tentés, Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, de dire on renégocie tout, on met tout à plat, puis après on verra. Non, il faut qu'on reste sérieux. Après, il y a les politiques qu'on doit conduire. Et oui, là, il y a des débats. Mais le populisme, il monte avec les questions migratoires. Je rappelle qu'en Allemagne, la politique de Mme Merkel, qui a été d'accueillir, a elle aussi eu comme conséquence de faire monter l'extrême droite. Et que de dire que c'est parce qu'il y a une grande coalition, c'est ça qui fait monter l'extrême droite, c'est une erreur politique. Et deuxième point, si on veut créer une Europe qui change, qui est une politique à l'échelle européenne, parce que sinon on va pouvoir discuter entre nous, mais il faut trouver des alliés, il faut trouver des accords. Il faut commencer par respecter les autres partis socialistes et démocrates. Et il faut recréer cet internationalisme dont je parle sur des points précis. Ça sera un enjeu. Moi, j'ai été vice-président du Parlement européen et du groupe socialiste et démocrate européen. Je sais qu'on peut trouver et qu'on doit trouver des points d'accord pour faire avancer l'Europe des socialistes et des sociodémocrates. Parce que le temps a passé, on arrive aux conclusions, chacun. On va parler d'Europe alors. On a parlé d'Europe. On a parlé d'Europe, pardon, mais avec voilà. l'immigration qui est un défi exactement. Alors, important. conclusion de chacun, vous avez 1 minute et c'est Olivier Faure qui commence.
Mon combat, vous l'avez compris, c'est de réussir la renaissance du Parti socialiste. Je m'y suis engagé, j'étais lycéen. Je croyais en ses valeurs, en son histoire, en son avenir. J'y crois plus que jamais. Je ne peux pas me résoudre à sa disparition. Et c'est la raison pour laquelle je suis candidat. Sans Parti socialiste fort, il n'y aura pas d'alternance possible à gauche face au pouvoir actuel. Le Congrès va être la première étape de cette renaissance. Je peux ouvrir le chemin parce que je suis celui qui construit le rassemblement. Et donc ce soir, je lance un appel à toutes celles et ceux qui peuvent voter dans ce Congrès. Ce parti, c'est le vôtre, celui de vos valeurs, de vos combats. Alors venez lui donner votre force, votre enthousiasme, votre courage. Venez lui donner une renaissance possible. Est-ce que vous soutiendrez, Olivier Faure, le premier secrétaire qui sera élu au soir du Congrès, si ce n'est pas vous? Mais comme vous chacun prenez d'entre nous. l'engagement solennel de le soutenir, Mais oui ou comme non? chacun d'entre nous, c'est une évidence. Alors, Stéphane Le Foll, conclusion. Conclusion d'1 minute. Ce débat a été intéressant. Il a montré des différences et des divergences. Donc je réaffirme l'enjeu de ce congrès. Je pense qu'il faut une majorité qui soit cohérente, qui donne une ligne, qui permette à ce parti, notre parti, d'être présent dans le débat public et politique. C'est ce que je souhaite engager. Je l'ai dit en introduction, le 15 mars, parce que c'est cette échéance qui compte, celle du vote sur les motions, les orientations politiques. Il faut que les militants se saisissent de ce débat. Il faut qu'ils viennent voter. Il faut qu'ils le fassent en toute indépendance, en toute conscience. L'enjeu du parti, c'est leur vote. La légitimité du prochain premier secrétaire, c'est la leur. Et c'est à eux Est-ce que maintenant de choisir. vous prenez l'engagement de soutenir celui qui sera élu, Absolument. quel qu'il soit? Quel qu'il soit. Et vous resterez au PS, quel qu'il Et soit. Emmanuel Morel. non, mais non, je resterai au PS, mais quel qu'il soit, c'est pas quel qu'il soit, c'est Alors, je resterai cherchez au le PS. scoop. La minute de conclusion d'Emmanuel Morel. Le Parti socialiste, je le connais bien. Je connais nos défauts. Je connais nos travers. Mais je connais aussi nos atouts. On l'a dit ce soir, un réseau d'élus locaux formidable qui s'engagent au quotidien pour la vie des Français. Des militants disponibles, aguerris, impliqués dans la vie de la société, dans les associations, dans les syndicats. C'est notre force. Il faut qu'on ait conscience de notre force. Et ça va être un formidable pied d'appel pour reconstruire. Moi, je crois que tout est possible. Tout est possible pourvu que d'abord que l'on sache d'où l'on vient, mais aussi pour qui on se bat. Si les militants socialistes me choisissent, ça sera un signal envoyé aux Français que nous avons déçus. Merci Je finis, Emmanuel Morel. je finis quand même. Oui, la minute. Le signal que nous avons tiré les leçons de nos erreurs et que nous renouons avec nos fondamentaux pour rassembler la gauche. Même Belle question, question. est-ce que vous pouvez Bien prendre un sûr. engagement ce soir? Est-ce que vous soutiendrez celui qui aura été élu? Bien sûr. Vous ne quitterez pas le PS? Bien sûr. Alors, on termine. C'était le tirage au sort avec Luc Carbonas. Ce soir, 4 responsables ont témoigné leur amour de leur parti et leur amour de la France. Mais il nous faudra voter pour le 15 mars. Alors pourquoi voter pour moi? Voter pour moi parce que je suis prêt, parce que je défends une ligne politique à gauche sans ambiguïté. Je ne suis ni Macron BA ni Mélenchon BA. Je suis libre et libéré de toute contrainte, donc je m'engage à réformer nos pratiques au sein du Parti socialiste. Moi, je veux la gauche arc-en-ciel. Je veux une gauche vivante, une gauche qui se traduise dans les mouvements de société, un grand parti des causes, pas une gauche musée. Je veux une gauche qui soit celle de la révolution féministe et de la révolution écologiste. Nous avons des rendez-vous qui nous attendent, les élections européennes et les élections locales. C'est cette pratique à gauche, de la gauche arc-en-ciel, que je veux mettre au service de nos collectivités, reconquérir des territoires qui découvriront que Emmanuel Macron réserve les fruits du progrès uniquement à certains. Même question, les Carbonas, vous soutiendrez celui qui sortira vainqueur de Sans ce aucun congrès doute. si ce n'est pas vous? Toute mon histoire et ma loyauté à mon parti, sans aucun Alors, doute. nous vous remercions tous d'avoir Merci à vous. participé effectivement à ce débat. Merci. Merci à Benjamin, merci bien sûr. Et puis, l'info continue sur LCI avec Hélène Lecomte, ça s'appelle le débrief, l'after, comme on veut. Faut pas un mot, France.